Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle conférence dans le cycle des conférences sur l'amour et le couple et la relation amoureuse. Et donc ce soir, je vais aborder un thème que j'ai eu déjà abordé à une table ronde avec une sociologue, Marie Bergstrom et Richard Mento à Paris, il y a un an, je crois environ, 12 ans, voire depuis, sur l'amour à l'ère du numérique, l'amour à l'ère des nouvelles technologies. Et c'est intéressant de toute façon que je reprenne ce sujet en main parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous habite, enfin qui nous concerne tous, plus ou moins. Hein. En tout cas, on ne peut pas échapper aujourd'hui à la communication via le portable, et en tout cas le portable, ça c'est sûr, et Internet. Donc, de toute façon, on est plus ou moins concerné par ces nouvelles manières de communiquer. Et l'amour, quid de la relation amoureuse là-dedans, et c'est le thème de ce soir. Donc, les moyens de communication, on va parler de la communication amoureuse, hein, vous avez vu que les modes de communication ont énormément changé en quelques années. Avant, c'était les pigeons voyageurs, hein, pour relationner autour de l'amour. Ensuite, on parlait de troubadours, de courriers, on s'envoyait des lettres romantiques, puis il y avait du temps avant de récupérer sa lettre et de créer un retour. Ensuite, dans la communication amoureuse, on a trouvé plus récemment le Minitel. C'était les premières formules des nouvelles technologies, vous vous rappelez? Déjà, c'est vieux, hein, c'est quelque chose à l'époque. Et puis ensuite, on est passé directement à Internet, et puis on est passé au portable, puis à l'iPad, et puis aux réseaux sociaux, et aux sites de rencontres, enfin tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et donc, ça a énormément changé et impacté notre manière de communiquer, de relationner. Ça a changé nos mentalités face à l'amour. Donc il y a des enquêtes qui sont menées là-dessus. Il y a encore il n'y a pas trop de résultats. Il y a des personnes qui cherchent quand même, qui s'intéressent à cette problématique sociétale quand même, hein, parce que là on est vraiment au cœur de la sociologie, parce que ça change les mœurs. Et quel impact, moi je vais regarder avec vous, quel impact ça a sur nos comportements, nos attitudes, nos manières de gérer la relation amoureuse. Voilà. Dans nos vies quotidiennes. Alors, nous et Internet, vous savez aujourd'hui qu'on passe beaucoup de temps sur Internet. Je vous ai préparé un PowerPoint pour relater un peu les chiffres. 85% des gens accèdent à Internet tous les jours. On passe en moyenne plus de 18 heures par semaine sur Internet, soit plus de 72 heures par mois, 3 jours complets, c'est énorme. En moyenne, enfin tout ça pour dire qu'on est beaucoup sur Internet. Hein. Chacun d'entre nous passe 58 minutes par jour sur l'Internet mobile, sur le téléphone. On passe 76 minutes par jour sur un ou plusieurs réseaux sociaux, en moyenne. On passe en moyenne 20 minutes à regarder des vidéos sur Internet. Une personne sur deux passe plus de 70 minutes sur Internet avant de dormir. Ça, c'est pas bon, les écrans avant de dormir, on le sait maintenant, ça excite. Et Internet est un lieu de rencontre majeur car les célibataires sont très nombreux. Et on parlera après des sites de rencontres, etc. Donc tout ça pour dire qu'on passe énormément de temps sur aujourd'hui Internet, notre téléphone. On peut même dire qu'aujourd'hui, j'ai lu dans un article très récemment qu'il y a des personnes qui sont distraites par leur qui regardent leur téléphone, qui consultent leur téléphone pendant qu'elles marchent, et elles ont des accidents. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes, accidents de voiture, de moto, ça regarde pas, piétons. Voilà. Donc on devient complètement accro à nos outils de communication. Et ça crée à la fois, il y a des avantages, mais il y a quand même une forme d'addiction et de difficulté à pouvoir s'en passer. Et ceux qui conçoivent ces outils, c'est très marketing, ils savent très bien comment s'y prendre pour qu'on soit addict. Pour la relation, moi je m'intéresse à la relation amoureuse, donc Internet est la source de conflits récurrents chez 10% des couples. C'est plutôt, c'est pas forcément un outil qui met en valeur la relation amoureuse, qui permet de s'aimer davantage, mais il y a quand même 10% des gens. Alors,
21% estiment que les nouvelles technologies rapprochent le couple. Et, on va voir pourquoi, alors que 79% pensent que c'est inverse. Alors, ça les rapproche, à votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que certains disent, ah bah oui, le fait d'avoir les téléphones, ça nous rapproche? La rencontre. Bah, effectivement, il y a l'histoire de la rencontre, les sites de rencontre, les réseaux sociaux, on se rencontre, on rencontre nos anciens, nos ex, etc. On retrouve des gens plus facilement. Sur la communication dans le couple, intercouple. En couple. Intercouple. À l'intérieur du couple, oui. Pendant que vous êtes en relation, c'est vrai qu'il y a une facilité de communiquer qu'il n'y avait pas auparavant. Alors, un des avantages, effectivement, c'est qu'on est vite en lien. Donc, on est sur une ère de l'immédiateté. Et donc, cette société de l'immédiateté va générer à la fois une grande satisfaction d'être tout de suite en lien. On a notre doudou qui est tout de suite là au rendez-vous. S'il répond, mais s'il ne répond pas de suite, il y a une frustration et un manque et une attente. Et vous avez remarqué que sur les SMS, et en plus on sait aujourd'hui sur certains, par exemple sur WhatsApp et sur d'autres, on sait que c'est lu. Il a lu à telle heure. Donc on est informé qu'il a eu la réponse. Et donc on attend, on est en mode, mince, s'il a lu, pourquoi ne répond-il pas tout de suite? Donc ça peut générer, c'est pour ça qu'on parlait de conflit dans le couple, ça peut générer aussi des désaccords, enfin des inquiétudes, des angoisses par rapport à un lien. Si notre doudou ne répond pas, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas nous répondre tout de suite. Et donc il y a une exigence de fait que la personne soit disponible, attentionnée à nous, comme si elle avait que ça à faire du matin au soir, quoi. Voilà, donc ça va faire augmenter, moi de mes observations, que ce soit sur moi ou sur les autres, j'ai vu augmenter le terrain de la dépendance affective avec ça. Puisque avant, rappelez-vous, quand on était à l'ère du pigeon voyageur, ou du courrier, ou du téléphone même sans fil, bon, on savait qu'il allait répondre, mais pas tout de suite. Donc on n'était pas inquiet à l'idée qu'il n'y avait pas de réponse. On se disait que c'était normal, bon voilà, pendant ce temps-là, on faisait nos petites affaires. Maintenant, quand on ne reçoit pas de suite la réponse à notre SMS, ça y est, on commence à s'inquiéter, on se dit c'est pas normal, où il est, qu'est-ce qu'il fait, il doit être en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, il ne s'intéresse pas à moi. Bref, on commence à flipper. Donc ça crée cette envie d'être en contact tout le temps, et donc cette difficulté à la frustration du lien. Alors qu'avant, on était beaucoup plus autonome quelque part. Donc ça, c'est un des inconvénients. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non? Bon. Ce qui peut rapprocher le couple, c'est aussi le partage de choses communes. Le partage de vidéos, c'est ça que tu veux dire? Le partage de vidéos communes, de passions, oui, des passions, des articles, on partage nos articles sur les réseaux, on s'envoie, oui. Ses avis politiques ou autres, je sais pas. Oui, on s'envoie des choses qui nous intéressent, nos centres d'intérêt, on s'envoie des liens. Partager ensemble sur le même écran. Voilà, et oui, mais ça on le faisait déjà avec la télé. Mais on le fait davantage avec nos écrans, on le fait encore plus, on est sur nos films, nos séries, on machin ensemble. Et c'est vrai que alors, surtout la nouvelle génération est tellement habituée, mais pas que la nouvelle génération, que, et on l'a vu, on passe énormément de temps sur nos écrans, voire nos écrans régissent notre vie. Donc ça devient une habitude, à tel point que moi j'ai dans le panel de personnes que je côtoie, il y a des jeunes les 25-35 ans, qui dans leur lit me disaient qu'ils regardaient leurs iPads, ils étaient à côté l'un de l'autre, et pour communiquer, ils communiquent avec leurs iPads ou avec leur téléphone, mais ils sont à côté. Donc le soir, c'est sympa, t'es à côté. Oui, alors par SMS, quoi, des petits smileys, est-ce que ceci, est-ce que cela. Parce que comme ils sont déjà sur leur téléphone à réseauter, à faire leur truc de leur côté, quoi, donc du coup, ils s'envoient des informations juste tout proches. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus, on n'imagine pas comme ça. Il y a une telle habitude d'être branché, câblé sur ces portables ou sur ces tablettes que finalement ça devient, ça nous incarne, quoi, ça nous habite totalement et on ne sait plus faire sans en fait. Donc la communication change quand même énormément et ça ça crée des habitudes qui peuvent avoir du bon aussi. Alors on va voir le bon quand même.
partagent leur mot de passe. Ah oui, bon, le bon. Alors, les gens partagent. Alors, ça, c'est pas si c'est forcément bon, mais les gens partagent leur mot de passe, 67% dans les couples, leur boîte mail et de façon plus sûre, partant par comptes sociaux. J'étais surprise, moi, quand j'ai vu cette enquête. Et à la fois, que 11%. À la fois, il y a l'inverse. Il y en a qui sécurisent leur boîte mail et qui veulent surtout pas que leurs partenaires contrôlent et fliquent leur mail parce que peut-être ont-ils quelque chose à cacher ou pas, mais même s'ils n'ont personne à cacher, il y a une envie de garder secret sa vie personnelle, quoi, hein, même en couple. Et aujourd'hui, vous savez combien ça influence sur l'infidélité. C'est extrêmement difficile de cacher et de tromper en sous-marin parce que Internet, les portables, les boîtes mail, c'est extrêmement difficile de ne pas trouver des indices de tromperie sur ces nouvelles technologies. La communication est devenue en partie non verbale et ce à coup de smiley et de phrases sommaires, voire en langage texto, d'où insatisfaction et incompréhension. Alors ça c'est le côté un peu critique, je dirais, de cette communication texto, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude, moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser dans la relation amoureuse, ça fait 9 ans que je communique avec un partenaire qui a été souvent à distance. On communiquait énormément par Messenger et c'est un côté sympathique parce que voilà, on est quand même souvent en lien, hein, grâce à ça. Et en même temps, les avatars, les signs, les émoticônes, les emojis, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, alors on envoie ting et un petit sourire. Mais en fait, on est un peu paresseux parce que c'est une communication où on ne prend pas le temps de personnaliser vraiment. Tu vois, c'est genre, hop, on balance, on n'a pas trop le temps, hop, on balance un truc et débrouille-toi avec ça. Alors, c'est à la fois charmant, mais à la fois, on n'écrit pas de lettres, quoi, hein, on personnalise plus tellement nos écrits, on prend moins soin de la relation, quelque part, avec cette forme de communication. Voilà, et en même temps, on est en lien, en mode fréquence ultra succincte, ultra immédiate et dans une fréquence. Les gens s'attendent, hein, les gens en relation amoureuse, les personnes en relation amoureuse s'attendent à ce que la fréquence soit hyper raccourcie en fait. Comme si il y a des personnes qui s'envoient plus de 300 SMS par jour. Mais c'est pas si anodin que ça. Enfin, c'est assez usuel maintenant. Les gens s'envoient des SMS et je te renvoie, je te renvoie, je te renvoie. Donc il y en a qui passent des journées sur leur téléphone à s'envoyer entre deux. Ou à quêter, alors est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il m'a écrit, j'envoie un mot, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant on le faisait quand même beaucoup moins. On était moins sujet à ça, on était moins sollicité et on avait moins envie de correspondre comme ça à cette fréquence-là avec l'autre et on s'en satisfaisait, c'est-à-dire que ce n'était pas un souci. C'est comme si l'outil a créé la demande. Remarquez ? C'est pas qu'avant on était plus malheureux, c'est que comme ça n'existait pas, on ne se posait pas la question qu'il fallait être en lien toutes les 5 minutes. À tel point que, pas ici mais ailleurs, il y a quand même des jeunes qui ont des crises d'angoisse à l'idée de leur supprimer le téléphone portable. Mais des vraies crises d'angoisse, des crises de panique, quoi. Hein, parce que ce portable nous permet vraiment d'être, c'est un doudou, hein, d'être en lien avec les autres. Et comme on est en lien avec plein de monde, mais surtout nos proches, les personnes qui comptent pour nous, qui nous rassurent, qui nous sont des objets de sécurité, eh on a l'impression qu'on confie notre sécurité à ces personnes proches et qu'on est tout le temps en lien avec eux. Si on nous supprime ces objets de sécurité, alors à ce moment-là, on est paniqué, quoi. Donc c'est l'affaire du doudou, en fait. Hein. Le doudou, avant, on le gérait mieux que ça, quelque part. Il était moins présent sur nos lignes et du coup, on s'y attendait et du coup, on apprenait à gérer sans le doudou. Alors maintenant, on revient dans une ère où il nous faut le doudou tout le temps, tout de suite, et qui ne nous lâche pas, et qui nous rassure. Et donc, du coup, on est, pour moi, dans une ère très adolescente, voire même un peu avant l'adolescence. Tu sais, c'est les enfants petits qui ont besoin du doudou de la maman et qui utilisent un doudou. Mais dans cette mentalité d'immédiateté, on gère beaucoup moins la frustration. On a besoin de notre doudou tout le temps. Et on a besoin d'être rassuré tout le temps par moi j'appelle ça des objets d'amour, mais des personnes qui nous sont proches et qui sont là, soi-disant, pour s'intéresser à nous, pour nous montrer qu'on est important, qu'on a de la valeur et qui nous rassurent.
Et ça, c'est pas OK parce que ça va agrandir ces états de panique et de stress si d'un coup, pour un oui et un non, la personne n'est plus au rendez-vous, ou pour les ruptures amoureuses, on va voir dans les ruptures amoureuses, alors d'un coup qu'il y avait beaucoup de liens comme ça, de manière fréquente, si la personne disparaît de votre vie comme ça de manière brutale, oh bah, vous êtes dans un vide, un no man's land. Avec quoi vous allez remplir ce vide? Ah hop, vite un nouveau partenaire, et hop, ou vite les réseaux sociaux avec qui, hop. Donc ça incite toujours et encore plus à rentrer en lien, dans des liens rapides et dans des liens sur lesquels on va se nourrir, on va se remplir en fait. Donc faire attention à ça parce qu'on ne s'en rend même pas compte. L'outil a créé cette forme de communication et cette forme pathogène en fait de relation. On redevient comme des enfants ou des ados en fait. Alors que normalement les adultes visent l'autonomie, mais pas de retour régressif à l'enfance. Voilà. Bon, et en même temps, c'est vrai que moi, pour le vivre, c'est vrai que quand je reçois un petit texto, ah oui, il pense à moi, de mon partenaire amoureux, bah oui, ça fait chaud au cœur. Et les fusionnels, ils adorent, ils sont contents comme tout. Alors le problème, c'est que les fusionnels, quand ils défusionnent après, comme je le dis, ou dans les séparations, il ne faut pas que ça bug, quoi. Le fusionnel, il faut qu'il reste dans la fusion. Le problème, c'est que ça ne peut pas rester tout le temps comme ça. Donc dès que ça commence il y a un grain de poussière dans l'espace fusionnel entre deux personnes, alors là, ça va. Il est panique à bâbord. Je vous dis, ça favorise le terrain de la dépendance affective, ces outils-là. Est-ce qu'Internet, je me suis posé la question, est-il un catalyseur à infidélité? Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, qui disent que ça augmente la possibilité des infidélités virtuelles et physiques, mais aussi souvent virtuelles. Vous avez remarqué qu'il y a une espèce de courant comme ça, où on entend les personnes qui nous disent bah oui, mais il est mon partenaire, il est toujours en train de potentiellement séduire, il est peut-être sur Facebook, il est peut-être sur un Twitter, il est sur Instagram, je sais pas quoi. Donc ça se trouve, il est en train de, s'il a liké le profil de quelqu'un, ou s'il s'intéresse à telle personne, c'est que il est en mode séduction et donc il se désintéresse de moi. Il est en train d'être infidèle. Où démarre l'infidélité d'ailleurs, ça c'est une question qu'on m'a posée par une journaliste la semaine dernière, c'était à quel moment ça démarre. Parfois ça démarre à cet endroit-là, à l'endroit de je suis en train de fliquer mon partenaire qui commence à répondre à ses copines ou à ses copains, voilà. Et donc je commence à être jaloux, rien que parce que je l'observe être en contact avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux en fait. Et donc ça crée ça augmente le taux de jalousie en fait. Il y a plus d'indices qu'avant. Vous avez remarqué qu'avant, sans les réseaux sociaux, vous aviez moins de visibilité, c'était moins sous vos yeux là. Donc il fallait chercher les indices dans les manteaux, il fallait chercher comme dans les films, il fallait chercher les indices dans les comptes en banque, etc. Alors maintenant, c'est non seulement les manteaux et les comptes en banque, mais vous avez surtout tout sur Internet. Oh, il a suivi, il a suivi un tel sur Facebook. Ah, ça veut dire que forcément. Donc c'est hyper interprétatif, c'est sujet à interprétation, c'est sujet à délire de jalousie, et ça organise beaucoup de souffrance. Parce que l'amour possessif n'a pas changé. Même s'il y a une théorie séduisante qui dit ou qui proclame que être jaloux c'est pas terrible et ça serait bien d'être non possessif, encore aujourd'hui, les partenaires qui se mettent en couple sont majoritairement dans l'exclusivité et la possessivité et donc souffrent de jalousie à cause de ça. Donc ça va organiser des conflits ou des inquiétudes souvent chez les partenaires et notamment chez les partenaires qui ont la sensibilité à la trahison. Ceux qui ont la blessure à la trahison, ils sont méfiants, ils arrivent dans la relation méfiants, et ils vont être là en mode, je le suspecte, d'avoir du désir ou d'être potentiellement infidèle, ou d'être en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre, soit parce on s'est rencontrés sur un site, et donc il n'a pas quitté le site, et ça aussi c'est des dynamiques, des processus qu'on voit très souvent, c'est que les personnes qui se mettent sur site, et qui s'engagent en couple et qui se rencontrent sur site, ont du mal à se désengager du site. C'est-à-dire que soit ils disent à la personne, ça y est, j'y suis plus, mais en fait, souvent ils y retournent. Et des fois, ils disent même pas qu'ils y sont plus, mais ils ont du mal
à se désengager du site, et on verra pourquoi d'ailleurs. Et donc du coup, le partenaire qui dit ça y est, on est engagé, on est en couple. Vous savez que des fois, d'ailleurs, certains réseaux sociaux comme Facebook ou d'autres disent en couple, on est en couple, ça y est, on est visible, la notoriété, on est en couple, on est affiché en couple. Donc ça devrait calmer la jalousie, ça y est, on est officiellement en couple. Et non, il y a toujours la méfiance, et notamment pour les personnes sensibles de trahison. On s'est rencontrés sur site, mais peut-être qu'il y a encore et qu'il ne peut pas s'en empêcher d'y retourner pour séduire et pour trouver quelqu'un d'autre qui serait mieux que moi. Donc, il va y avoir non seulement ce terrain de la jalousie, mais ce terrain aussi de la comparaison et de l'évaluation de la valeur. C'est-à-dire, je vais être beaucoup concernée, enfin, si je suis sensible via ces outils à suspecter mon partenaire de ne pas être stable, j'ai pas assez de confiance en lui, alors à ce moment-là, je vais aussi avoir l'occasion sur les réseaux sociaux de me comparer aux autres par elles sont plus belles que moi, tiens, qu'est-ce qu'elles postent, elles postent mes rivales, elles postent des choses beaucoup plus intéressantes, elles ont l'air beaucoup mieux. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de se comparer, et ça va, déjà c'était vrai avant les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux augmentent cette difficulté, enfin cette problématique liée à la valeur, à la jalousie, à la comparaison, puisqu'on est dans une ère, une post-modernité où on doit apparaître toujours heureux. Il y a une pression d'apparaître sur les réseaux, vous voyez, toujours smile, on sourit, on montre de nous nos exploits, ça y est, on n'a fait que des voyages magnifiques, on fait toujours des... Moi je le fais, je suis la première à le faire, ça me fait marrer d'ailleurs, je participe à ce grand délire, mais je trouve ça sympa. On ne montre pas sur nos réseaux sociaux, on ne va pas poster des moments où on est dans notre lit, hyper triste, seul, en train de cauchemarder, non, malade, voilà. Certains le font, mais c'est rare. En général, on poste que quand on va bien, voilà, je suis partie en voyage, j'ai fait un tel exploit, c'est formidable. Et donc, il y a une pression à être heureux, en fait. Et quand on va se comparer, si on se compare aux soi-disant rivales ou rivaux, si on est jaloux, à ce moment-là, on va toujours avoir l'impression que les autres sont beaucoup mieux que nous, s'éclatent beaucoup mieux que nous, ont tout réussi. Alors nous, on est complètement en dessous de tout. Et comme tout le monde fait pareil et tout le monde se dit la même chose, mais ça, c'est derrière les coulisses. Les gens ne savent pas qu'en fait, il y a l'estime de soi qui est extrêmement attaquée via ces dynamiques de réseaux sociaux, en fait. L'estime de soi, parce qu'on s'imagine que les autres s'éclatent, qu'ils vont toujours bien, ils réussissent tout. Mais en fait, pas du tout. Ils ne montrent juste pas quand ils vont mal, c'est tout. Donc c'est le jeu des apparences. On est vraiment dans une société de l'image et des apparences. Et si on est dupe, on peut vraiment croire que... bah oui, l'autre réussit tout, oh là là, c'est magnifique, alors que moi, je suis 3 fois rien, je réussis moins qu'elle. Non, ceci n'est absolument pas vrai, ce n'est que le jeu de l'image et des apparences qui ont vraiment augmenté, enfin ce jeu des apparences est révélé à travers ces réseaux sociaux et même les sites de rencontres où on est beaucoup sur les critères physiques, c'est l'image, c'est la société de l'image. Donc c'est la photo, vous avez intérêt à sélectionner dans les stratégies de séduction, ça influence énormément. On vous dit de sélectionner une photo, de pas n'importe quelle photo, il faut que vous ayez une photo, parce que sinon vous n'allez pas passer, vous ne risquez pas d'être matché. Donc on est dans une société de l'image, mais c'est incroyable, quoi. Donc ça dévarie énormément beaucoup de personnes, et l'estime de soi est complètement attaquée. Et donc il y a beaucoup de personnes que je vois moi, dans ma patientèle, et femmes plus que des hommes quand même, puisque les femmes sont encore aujourd'hui, ont comme valeur hiérarchique, la place hiérarchique de la femme se situe autour de la désirabilité. Donc ma valeur dépend de ma désirabilité, et la désirabilité dépend de mon image, la beauté. Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai un look assez jeune, performante? Est-ce que j'ai machin? Alors que pour les hommes, dans la société de l'image aussi, ils sont aussi tenus par la société de l'image, mais l'image est valorisée pour eux pas que sur la désirabilité, sur le charisme, sur les signes extérieurs de richesse, sur la place hiérarchique qu'ils ont au niveau du statut social et du pouvoir, une certaine forme de pouvoir, d'assurance, d'affirmation, comment je prends ma place et que je suis concurrentiel et compétitif par rapport aux autres et performant. Alors que vous avez une différence de genre ici, féminin, masculin. Ma valeur pour les femmes dépend beaucoup de la désirabilité et du look, alors que c'est quand même moins cette tendance pour les hommes, même si c'est aussi comme ça, mais moins quand même. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Du coup, moi j'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle qui sont vraiment mal en point à cause de ça.
et qui sont vraiment dans un endommagement de l'estime de soi aggravé par cette dynamique des réseaux sociaux. 41%, ah oui, alors par volonté de continuer à plaire ou par souhait d'échapper à une certaine routine, les membres de couple peuvent continuer à jauger leur sex appeal via ces relations 2.0 entretenues par des messages WhatsApp, voilà. C'est vrai que c'est aussi un endroit pour plaire, les réseaux sociaux, hein, que ce soit les sites, etc., mais surtout les réseaux sociaux. C'est un endroit pour savoir si on séduit toujours ou pas. Et donc, de nouveau, on est aussi dans cette séduction d'image, et donc dans cette société de vouloir se rassurer sur notre image. Miroir au miroir, je suis toujours aussi séduisante, ou pas. Et donc, on va activer ces réseaux sociaux pour vérifier si on a encore du sex appeal. Et parfois, c'est un moyen pour obtenir ces signes de reconnaissance, ces gratifications. Et vous savez que ça fait un shoot de dopamine, enfin, ça fait un... Quand il y a quelqu'un qui vous like, voilà, vous avez un shoot de dopamine, en fait. Et donc, ça crée un manque. Ensuite, quand vous ne l'avez plus, vous êtes en manque et vous avez envie d'en avoir un autre. Donc, donc vive. C'est pour ça que les gens ils continuent de poster toujours et encore plus des posts qui sont soit intéressants, enfin qui pourraient intéresser les autres, pour recevoir des likes ou des commentaires, pour obtenir des signes de reconnaissance gratifiants, pour avoir un shoot de dopamine. C'est comme des compliments en fait. Hein. Et donc ça organise une forme de souffrance, parce que c'est pas qu'avant on n'avait pas besoin de signes de reconnaissance et de gratification, c'est que là, ces shoots de dopamine, on en a encore plus besoin qu'avant, parce que ça nous stimule tout le temps en fait. C'est ting, hop, un like, ting. On est tout le temps stimulé, on est hyper stimulé en fait. Alors, on était où? Et là. Les signes de reconnaissance, que ce soit les caresses verbales, physiques et les compliments, on en a toujours eu besoin dans notre vie. Hein. Ça fait partie, ça n'a rien de nouveau. Mais ces outils surstimulent en fait ça. Fabriquent, produisent ce besoin d'être gratifié sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. T'imagines le truc? Donc, comme on ne peut pas toujours recevoir ce dont on a besoin, parce que des fois, alors, il faudrait qu'on produise tout le temps, il y a rien qui sont accros du coup à ces réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de poster comme ça en boucle pour pouvoir recevoir des likes comme quoi ils sont toujours séduisants sur le hop, etc. Mais ça va donner un énorme écart avec la réalité. La réalité, on n'est pas toujours au top de notre forme. À un moment, on est complètement écroulé. Et donc, c'est là où on va souffrir et on va se dire, merde, je ne reçois plus ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que je ne suis pas assez en forme, les autres sont en forme, je devrais être en forme, je devrais... Voilà. Et donc, ça crée cette souffrance, cet écroulement de l'estime de soi. Et c'est vraiment terrible. 41% des répondants sont jaloux à l'idée que leur conjoint puisse entretenir des conversations avec des personnes du sexe opposé sur le réseau social. 40% avouent surveiller le compte de leur moitié. Vous n'êtes pas surpris, moi non plus. C'est fou, hein. Ben oui. Donc le flicage, voilà. L'hyper-contrôle, le flicage. Et j'ai même été interviewée hier sur l'espionnage, hein, le stalking. Alors, il y a des mots qui sont inventés aussi... par les Américains. Alors, le stalking, c'est l'incapacité on ne peut pas s'empêcher de ne pas espionner son partenaire sur Internet. Donc c'est nouveau, voilà. C'est une nouvelle pathologie. 40% espionnent, il y a 60% d'inconscients. 40% à vous surveiller, oui, ils ne peuvent pas s'empêcher d'espionner. C'est compulsif en fait. Il y a 62% d'inconscients. Voilà, il y en a qui ne sont pas conscients, mais bon, ceux-là, ils sont tranquilles, ou ils ont autre chose à faire, ils ne sont pas intéressés par le sujet. Et ceux qui sont sensibles, ceux qui ont un problème de valeur, qui ont un problème d'estime de soi,
qui n'ont pas confiance en eux et qui n'ont pas confiance en leur partenaire, donc qui sont sensibles à la trahison, vont être ceux qui espionnent, compulsivement espionnent, et qui mettent la relation amoureuse au centre. Le couple est au centre, le couple est synonyme de sécurité et donc de stabilité. Donc ces personnes-là, et c'est souvent les femmes, hein, qui misent beaucoup sur le couple, un peu plus que les hommes. Alors je ne veux pas dire des bêtises parce qu'après je vais me faire allumer, mais quand même, en général, c'est quand même les femmes qui ont plus besoin ou envie d'engagement de la part de l'homme, enfin, qui attendent de l'engagement que les hommes. Ah oui, complètement. Oui, oui, c'est ça le stalking. Je ne peux pas m'empêcher d'espionner et je suis dans l'interprétation. Il y a un côté un peu souvent délirant, interprétatif. C'est-à-dire que, vous savez, quand on focalise notre attention sur, par exemple, sur la vigilance, on est méfiant, on se dit, je suis persuadé que je suspecte, je suis persuadé qu'à un moment donné, il va me tromper. On va trouver. La moindre chose, c'est un filtre. On a des lunettes qui filtrent. Et donc, on est en mode, je vais avoir des indices. Et donc, si on cherche, on trouve des indices. Parce que la moindre... le moindre écart, enfin voilà, il a regardé quelqu'un, j'ai remarqué qu'il a fait un commentaire, ou sur son téléphone, tiens, c'est qui cette personne sur son téléphone? Oh, c'est bizarre. C'est sa secrétaire. Ah oui, mais c'est bizarre. Et donc, on cherche, on trouve. Parce que ces lunettes, les lunettes qu'on a, sont orientées à partir de nos blessures. On filtre à partir de nos blessures. Si auparavant on a eu des partenaires qui nous ont trahis, ou auparavant nos parents se sont trompés, ou on a été témoins, enfin soit on l'a vécu nous-mêmes, soit nos parents se sont mis sur la tête parce qu'ils se trompaient entre eux, etc. Donc il y a des lunettes comme ça qui sont organisées, donc on est sensible à la trahison et on est méfiant. Mais la population féminine est beaucoup plus en prise de ça, même si je vois qu'il y a des hommes qui contrôlent et qui fliquent, c'est quand même souvent les femmes qui sont vraiment hyper mal en point, enfin hyper en souffrance par cette jalousie interprétative, souvent, hein, bien souvent. Après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, elles ne tombent pas juste, hein, parce que souvent elles me disent « Ah ouais, mais j'ai l'intuition, je savais que j'avais bien raison de me méfier, j'ai trouvé les indices et tout. » Mais souvent, c'est délirant. Et puis, surtout, ça sert à quoi de chercher si je trouve la vérité et que je ne peux pas gérer la vérité? À un moment donné, il faut arrêter de se faire... C'est un peu masochiste comme posture. Hein. Je sais que je ne peux pas gérer, mais je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de fliquer. C'est compulsif, c'est ça le stalking. Je ne peux pas m'empêcher d'espionner, même si je sais que ce n'est pas bon pour moi, je ne peux pas m'empêcher. Je suis sûre que vous l'avez fait, que vous êtes vu faire, vous êtes observé en train de dire « mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi je sais que c'est pas bon pour moi d'aller regarder son ex, qu'est-ce que fait son ex, ou la nana, ou si je suis une femme, la femme que je préconise, que j'imagine, avec qui il peut relationner ou avoir du désir, mais je peux pas m'empêcher de regarder quand même. » Donc effectivement, c'est un peu masochiste, un peu pathologique quand même comme truc, et ça montre combien on se rend aussi très dépendant de notre partenaire. Presque, vraiment, on ne peut pas s'en passer, quoi. Et donc, ces réseaux sociaux nous stimulent encore plus pour agrandir cet état de dépendance, quelque part. Parce que sinon, quand on n'avait pas ça, du coup, on pouvait imaginer, puis après, comme on n'avait pas tout sous le nez, on lâchait prise, quoi. On passait à autre chose, on allait se distraire avec autre chose. Le problème, c'est que vous savez que notre attention est focalisée et se déploie à partir de là où on met notre focus. Donc si on focus sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone de notre partenaire, donc ça nous prend du temps, et donc on va déployer notre attention là-dessus, et notre imaginaire va s'agrandir. Si on n'a pas ces outils, donc du coup on va fabriquer un imaginaire de jalousie, d'accord? Mais comme on n'a pas les outils, on ne va pas y passer trop de temps. Et donc, à un moment donné, on va être repris par notre vie quotidienne. On va se distraire avec d'autres objets. Voilà. Et comme là, on ne se distrait pas, on amplifie on aggrave notre cas, en fait. Voilà. C'est pas bon. Il faut quand même que j'intervienne. Je suis assez gênée par la généralité que vous faites à 2-3 reprises. Oui. Les femmes qui séduisent, les hommes, le charisme, les femmes qui espionnent plus que les hommes. Alors, vous appuyez sur votre patientèle, est-ce raisonnable?
table est-elle représentative? Il y a des biais, peut-être que les femmes consultent plus quand elles sont en souffrance que les hommes. Enfin, j'ai des hommes qui sont en souffrance et qui aussi... Je ne fais pas des études avec des chiffres. Cette généralité venant en plus d'une femme, quasiment de ma génération, me fait souffrir actuellement, je dois vous le dire. Donc je suis très mal à l'aise, voilà. Oui, oui, j'entends. Je trouve que c'est un peu triste de mettre encore des femmes dans des boîtes. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent séduire avec leur look de plus en plus. Il y a des femmes qui s'en foutent de plus en plus sur Facebook ou ailleurs. Oui, c'est vrai. Je pense que le charisme n'est pas le privilège des hommes aujourd'hui, mais de nombreuses femmes qui souhaitent être aimées pour ce qu'elles sont aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui fitent leurs femmes, il y en a même qui les tuent. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et c'est vrai. Vous avez bien raison de rectifier. Oui. C'est vrai. La différence, c'est ça ne tue pas leur mari, ça c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des pathologies de jalousie chez les hommes. Il y a des femmes qui sont charismatiques et qui plaisent par le charisme. Plusieurs fois, vous avez généralisé femmes-hommes. Mais quand même, je fais des généralisations exprès parce que ça reste encore, moi je trouve, assez vrai, même si, j'ai parlé de généralisation. Il ne faut pas généraliser. Mais quel est votre focus? Vous faites par quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est... Par la théorie de l'évolution. Je m'intéresse beaucoup à la théorie de l'évolution. Vous pourrez lire aussi un livre très intéressant que je lis en ce moment, qui est de Marty Haselton, qui est une scientifique, hein, sur la théorie des hormones, et qui explique très bien comment encore cette histoire des millénaires, hein, de notre cerveau reptilien, du mammifère supérieur, est encore très actualisée aujourd'hui dans notre biologie, et que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes comportements n'ont pas les mêmes comportements dans la relation amoureuse. Vous ne pensez pas comme Simone de Beauvoir qu'on ne naît pas femme et qu'on le devient? Vous pensez si, je pense aussi ça. Je trouve aussi, je pense aussi. Non, mais je trouve aussi que j'aime beaucoup Simone de Beauvoir et je trouve aussi que... Une femme de votre âge soit dans cette posture-là, vous êtes de ma génération, vous allez contre vraiment le combat de femmes depuis Simone de Beauvoir, le combat de toute une génération, et dire que hormonalement la femme a envie de séduire et l'homme a envie d'être charismatique, ce soir je suis navrée. Alors je ne tiens pas ce discours-là parce que ça serait extrémiste et radical et je ne suis jamais dans des discours dans des postures extrêmement rigides et radicales. Et effectivement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que je pense, surtout que... C'est intéressant. Oui, mais non, je trouve aussi qu'elle a tout à fait raison. Hein, le fait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et heureusement que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, que toutes les femmes ne sont pas à la recherche de l'engagement. Mais globalement, quand même, il y a cette démarche chez les femmes qui est quand même majoritaire, même si toutes ne sont pas comme ça. Mais il y a quand même une recherche chez les femmes de plus d'engagement à long terme. Je cherche un homme qui va s'engager. Et les hommes aussi, bien entendu, j'ai beaucoup d'hommes qui sont aussi mal en point parce que les femmes se désengagent, mais on peut retrouver quand même encore ça majoritairement. Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais bon, c'est comme ça. Alors, le téléphone. Nous et notre téléphone. L'étude révèle que nous passons un quart de notre temps libre en étant distrait. Ça, je l'ai dit un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que le téléphone va occuper énormément de notre temps libre. Vous savez que aujourd'hui, notre temps libre, il s'est agrandi. Avant, on travaillait énormément et on vivait pas très longtemps. Voilà, donc on était vraiment plus en mode survie qu'autre chose. Maintenant, on a, de par les nouvelles technologies, l'industrialisation, etc., on a gagné du temps de libre. Et nous, en France, en plus, on a les 35 heures, donc on est bien lotis quand même. Il faut vraiment regarder cette perspective-là. Et donc, on a augmenté notre temps de libre. Notre temps de liberté, notre temps de vide encore, un temps non structuré où on peut faire quelque chose pour nous, prendre soin de nous, faire quelque chose pour nous. Donc ce temps s'est agrandi, mais les nouvelles technologies comme l'iPhone, comme Internet, etc. ont rempli ce temps vide, remplissent notre temps vide. Alors ça aussi c'est une généralité, mais c'est quand même, on le voit quand même de manière très probante. Et du coup, ici, dans cette enquête, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a 17% de ce temps où nous sommes distraits et nous allons utiliser 15% du panel à consacrer la moitié de son temps libre à son téléphone portable. C'est incroyable ça.
même si tu es en famille ou entre amis. Et ça se voit, vous avez déjà remarqué, vous êtes en réunion familiale, vous êtes au restaurant avec des amis, ou je sais pas quoi, hop, ils ne peuvent pas s'empêcher, même moi, parfois je le fais, mais je me surprends à faire ça, pas s'empêcher de prendre son téléphone, hop, je suis sûre que là, vous êtes en conférence, hop, mon téléphone. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail? Est-ce qu'il y a un nouveau lien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Que se passe-t-il dans mon téléphone? Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. C'est incroyable cette histoire qu'on est pris par notre téléphone et que ce temps vide qui normalement est un temps de créativité, hein, c'est un temps pour se reposer, pour se détendre, pour être créatif, pour être vraiment dans l'instant présent, dans le senti, je sais pas, d'aller se balader dans la nature, d'être vraiment pleinement là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, hop, ou alors, je sais pas, l'iPad ou ce que vous voulez, votre tablette, hop, et on est pris, on se distrait avec ça. Et il y a là, pour le coup, il y a des enquêtes qui sont menées et qui montrent que effectivement, ce temps est un temps informatif où on nous diffuse, on est surinformé par des informations dans tous les sens. Et du coup, notre cerveau, il est surchargé par des infos et on fatigue notre organisme comme ça. Hein. On ne peut plus tellement être disponible, ce qui va créer des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire, des troubles du sommeil. Enfin, on voit apparaître des nouvelles pathologies parce que justement, on est complètement pris par ces outils et cette surinformation nous parasite quelque part. C'est toujours pareil. Hein. Ça ne veut pas dire que moi, je suis tout à fait pour ces outils parce qu'ils ont vraiment... vraiment, c'est passionnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. On peut apprendre tout sur Internet, on n'a plus besoin d'aller à l'école. Enfin, bon. Mais c'est à utiliser aussi parce que c'est trop, quand c'est les excès, ça crée des déséquilibres. Donc trop, c'est trop. Donc cette surcharge d'informations, notamment dans les temps de rêverie, dans les temps qui sont dédiés à... Oui, ou à la relation, ou à prendre soin du temps qu'avec nous-mêmes, ou du silence, ou je ne sais pas quoi, on les remplit par notre téléphone, en regardant notre téléphone. Je vous dis, il y a même des gens, il y en a de plus en plus, ils marchent avec leur téléphone, et puis même, ils se prennent en voiture, mais même avant c'était en voiture, vous savez, c'était interdit en voiture. Bon. Alors maintenant, c'est même en marchant. En marchant, tu te prends les... Oui, tu as des accidents en marchant, tu te distrais. Tu ne peux pas t'empêcher. Ça me fait... Et j'en ai vu, moi je suis partie à Paris l'autre jour, j'en voyais plein. Ça m'a fait rire. Ils étaient tous en train de marcher comme ça avec leur téléphone devant le nez. C'est incroyable, là. Surtout dans les grandes villes. C'est incroyable ce truc. Donc le téléphone prend le dessus dans notre cerveau. Voilà. C'est pas nous qui contrôlons quelque part. C'est incroyable ce truc. Il devient plus important que l'activité que nous sommes en train de pratiquer. C'est comme si c'était... c'est impulsif, c'est compulsif et c'est un impondérable. Il y a une urgence, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alors déjà, il y en a, ça dépend, hein, les gens, c'est des informations. Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un m'a écrit quelque chose? Voilà. Et c'est l'immédiateté. Donc je parlais, et le terme, la phobie de perdre son téléphone, c'est la nomophobie. Nouveau terme. On voit apparaître des pathologies qui n'existaient pas il y a 20 ans. On va trouver des tas de trucs. Voilà. Alors, quand même, je voudrais appuyer sur les avantages, la relation à distance. C'est vrai que on se Skype, on se WhatsApp, et donc ça facilite ces relations à distance. Bon, ok, parce qu'on est on se voit, donc il y a un côté plus fun, quoi. Hein, voilà. Parler derrière un écran, c'est plus facile que de se parler en face. C'est plus facile, mais c'est moins courageux. Oui, ça peut être plus facile et ça peut être moins courageux. Je te kiffe bébé, c'est comme une conversation, tu vois. Il y a l'avantage et l'inconvénient. Hein. Ça peut être plus simple parce que c'est en différé. Et donc, quand tu es en texto, etc., tu vois, donc tu as le temps de réfléchir à un prochain message que tu veux mettre. Et en même temps, voilà, en même temps, c'est vrai que c'est moins spontané dans la relation de visu. On est beaucoup plus spontané, on n'a pas le choix. Et du coup, on est moins stratégique aussi. Hein. Et on a plus d'informations visuelles, olfactives, sensorielles que quand on est à distance comme ça. Voilà. Donc il y a des avantages parce que c'est vrai qu'on est beaucoup... vous avez vu pendant la période de confinement, on était tous sur Zoom là, à se faire des réunions Zoom, histoire d'être en lien. Donc on était quand même en lien grâce à ces nouvelles technologies quand même, faut avouer. Sinon, il y avait des personnes qui souffraient énormément de solitude, mais c'est un lien froid, c'est un lien distancé.
et les personnes manquent de contact quand même. Hein. Elles ont beaucoup souffert. Moi, j'avais eu pas mal de personnes qui m'ont dit pendant le confinement, bah oui, on est quand même en lien, c'est mieux que d'être tout seul, mais quand même, on n'est pas dans les bras, on ne se regarde pas, il n'y a pas cette vraie présence chaleureuse du contact, quoi. Ou de la proximité. Là, vous êtes là. Bon, quand je m'en rappelle, moi pendant le confinement, je faisais mes petites conférences toute seule chez moi, avec ils étaient tous derrière leur écran. C'est quand même pas pareil, quoi. C'est quand même très différent comme relation. Ça va être compliqué de supprimer totalement le présentiel quand même, ou la relation de visu dans la relation amoureuse de tête à tête, en faire tout à distance, ça devient quand même un peu compliqué. Hein. On tend de plus en plus vers ça quand même. On tend vers de plus en plus une relation à distance. Mais vous avez vu, même tout ce qui est créé pour, même au niveau des sites de sensualité et de sexualité, on crée à distance une manière d'avoir des orgasmes à distance, d'avoir des avatars. Vous avez vu, il y a un monde virtuel qui se crée via l'intelligence artificielle pour vivre beaucoup de choses à distance. Bon, nous verrons. C'est curieux quand même, hein. On va arriver dans un... Voilà, on sera chez nous et on aura une relation avec des casques sur la tête dans le virtuel, avec un 3D, parce qu'on va naviguer dans les 3D. On n'aura plus besoin de se fréquenter de près. Bon. Ouais, le truc qu'il y a, c'est que ça crée aussi une distance. Quand on revient, on se rencontre par Internet, par exemple. On crée des liens, on envoie des SMS, tout ça. Et lorsqu'on se rencontre en vrai, ça crée une dissonance, parce que du coup, la relation étant créée à distance, quand on se retrouve, tout à fait. On arrive souvent à des incompréhensions. Oui, souvent. C'est vrai que c'est ce que disent aussi les enquêtes qui sont menées. Je suis assez d'accord pour avoir été explorer les sites de rencontres. Dans les chats en virtuel, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, quand tu mènes une relation en virtuel à distance, que tu ne connais pas la personne et que d'un coup, c'est pas du tout la même forme de communication que quand tu la vois en vrai. Quand tu la vois en vrai, tu as beaucoup plus d'infos que tu n'avais pas. Et parfois, en quelques minutes, tu sais, tu pressens que tu n'as rien à faire avec elle, par exemple. Alors que quand tu étais en communication virtuelle, et vas-y, et là, voilà, et on crée toute une histoire. Oui, on crée l'imaginaire, mais parce qu'on a moins d'informations. Même si on a, par exemple, sur le site de rencontre, on a une photo ou quelques photos, mais on a beaucoup moins d'informations que là, si on se voit de visu. Hein. Et les personnes le disent, en quelques secondes, alors voilà, donc il y en a qui disent, oh là là, mais je perds du temps, hein, parce que c'est vrai que si vous êtes sur un site de rencontre et que vous prenez rendez-vous pour descendre sur le terrain et voir vraiment la personne, vous n'avez pas eu 3 secondes, 10 secondes, 1 minute, bon allez, c'est bon, je m'en vais. Bon, alors du coup, vous passez au moins 1 heure ou 3 quarts d'heure à boire un coup, aller faire une balade, etc. Puis vous êtes là, j'aurais peut-être mieux fait de... C'était pas la peine, je le savais que c'était pas le bon. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Et voilà, et en même temps, puisque je suis en train de parler des sites de rencontres, il y a des personnes qui vont utiliser les sites de rencontres pour nourrir un imaginaire fantasmatique et créer une histoire sans avoir forcément envie de descendre dans le réel. Parce que l'imaginaire, on le sait, est souvent préféré au réel. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent être des héroïnes de romans, feuilletons ou des héroïnes de séries plutôt que de vivre la vraie vie ordinaire avec un partenaire où il y aura beaucoup plus de difficultés. Le couple n'est pas une chose facile à vivre, on le sait. Et l'imaginaire, voilà, on peut se raconter des tas d'histoires et ça peut être très agréable d'ailleurs. Hein. Faut réfléchir, hein, quels sont vos goûts. Hein. Il y en a qui disent, il y a des personnes qui disent, je souhaite rencontrer un homme ou une femme. Mais quelque part, en fait, c'est pas si vrai que ça. Je souhaite rencontrer quelqu'un qui est charmant. C'est l'imaginaire romantique qui est dominant souvent. L'imaginaire romantique, tant qu'on ne descend pas dans la réalité, on peut se fabriquer des belles histoires. Hein. Donc le virtuel est parfois préféré à la réalité. Et je peux comprendre, hein, c'est chouette, hein, des anecdotes comme ça. J'aurais des trucs à vous raconter. Je vais vous en raconter une, ça m'a fait... Ça mourir de rire, j'ai dit ça. Comme je suis une exploratrice de l'amour, je me suis amusée à descendre à utiliser les sites de rencontres. Si je pars des sites de rencontres, il faut bien que je sache de quoi il retourne. Et puis, c'était ma période où j'étais vraiment polyamoureuse et je me suis dit, bon, allez...
puisque je suis dans ce modèle, je vais explorer d'autres relations. Et alors, je tombe sur... moi, j'aime bien les intellectuels, alors je suis en prof de philo sur un site. Et puis, vas-y, voilà, c'est ça, on entretient une super relation à distance, il est à Paris, etc. Et alors, c'était des lettres... avant, on s'est pris un jeu, on a créé un scénario, ça m'a beaucoup amusé, un scénario où on était on jouait des personnages et on se racontait des histoires philosophiques et romantiques avec des écrits littéraires. Voilà. Des textes à la pluie et tout. Ça a duré au moins un mois, ce truc-là. Et puis, à un moment donné, moi, je n'étais pas pressée, parce que je me suis dit, mais c'est sympathique, voilà ce type de relation qui, finalement, me va assez bien. Je n'ai peut-être pas besoin. Bon, j'avais d'autres pour autre chose, mais je me suis dit, ça me va assez bien, c'est pas mal. C'est assez rigolo, puis c'était très nourrissant, en fait, quelque part. Et à un moment donné, il a dit, oh ben non, mais je vais venir quand même, il faut qu'on se voit. J'ai dit, bon, ben, et il voulait pas... moi, je suis assez pragmatique, je me suis dit, bon, il faudrait quand même qu'on se fasse un entretien, c'est en Skype, histoire de ne pas perdre du temps, là, parce que ça ne sert à rien quand même. Hein. Bon, et il voulait pas, c'était un peu louche, mais c'est suspect, je me suis dit, oula. Il a fini par venir, il est venu de Paris, il avait pris un train. Oh, quand je l'ai vu, c'était pas possible, ça ne va pas le faire. Mais tu sais quoi, mais pas du tout, physiquement, c'était pas possible. Mais pas du tout, mais attends, je raconte cette histoire, mais il y en a plein qui racontent des histoires, je témoigne, parce qu'il y a plein qui me racontent des histoires similaires. Et donc, je me suis dit, alors là, il avait pris en plus, on avait pris un Airbnb pour passer le week-end, je me suis dit, ça va pas le faire du tout, mais du tout. Et donc bon, moi j'ai osé, mais il y en a qui auraient été embarrassés. Moi j'ai vraiment dit, non mais physiquement ça passe pas. Donc il a été offusqué, il m'a dit, mais je ne suis pas Quasimodo, mais enfin comment. Et donc il est reparti. Bon, ceci n'est pas grave pour la petite histoire, mais c'est vrai qu'une femme qui n'a pas mon côté, mon appui, tu vois, voilà, et qui est embarrassée, qui dit maintenant qu'il est venu, qu'il a fait tout ce trajet, qu'est-ce que j'en fais, la didata, eh bien, il y en a qui vont se sentir obligés de consommer ou de passer du temps, et c'est très ennuyeux, parce qu'il y a des désillusions comme ça. Ça, c'est les anecdotes des histoires de sites de rencontres, où beaucoup de personnes me témoignent de leur déception, en fait, des illusions. Et ce que je disais, c'est... par contre, j'adorais, j'étais triste à la fin qu'ils disparaissent de ma vie, parce que moi, ce que j'aimais, c'était cette histoire de délire, de jeu de rôle, en fait. Alors, bon, voilà. Parfois, il vaut mieux rester en virtuel, hein. Le virtuel, ça a du bon, mais enfin... Les sites de rencontres, il y a écrit « site pour se rencontrer ». Donc l'objectif, c'est de se rencontrer normalement. Il a dû avoir mal, le monsieur. Oui, mais je vous ai dit hein, au début, l'estime de soi est très malmenée dans les problématiques actuelles avec les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de communication. L'estime de soi est très mise à mal. Vous en parlez avec le sourire, mais... Oui, mais moi, parce que moi, je parle souvent avec légèreté. Mais là, je parle de cette histoire pour lui. Mais les histoires de rejet via les sites de rencontres, c'est extrêmement fréquent. Hein. Et notamment, puisqu'on est sur les sites de rencontres, c'est quand même globalement les hommes hein, qui sont souvent le plus inscrits, ça dépend des tranches d'âge, mais dans la tranche d'âge des jeunes, avant 25 ans, et la tranche d'âge, souvent, ouais, plutôt les jeunes hommes qui sont inscrits sur les sites, ce sont ceux qui se font les plus rejeter, parce qu'il y a moins de femmes sur les sites que d'hommes qui sont inscrits. Et certains sites de rencontres comme Tinder, notamment, sont prévus pour que vous ayez des matchs, un match une fois avec une femme belle, et puis qui a beaucoup la cote, et qui est très likée, et puis après elle disparaît, son profil disparaît, et vous ne pouvez pas vous offrir les hommes des femmes qui vous plaisent en fait, parce qu'elles n'apparaissent plus, celles-là n'apparaissent plus, on ne vous les communique plus. Et donc, ils se prennent énormément de râteaux, comme on dit aujourd'hui, et l'estime de soi, le manque de confiance en eux augmente. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne faites pas partie des hommes qui sont super beaux, puisque c'est la beauté quand même physique, c'est l'image qui est quand même la valeur suprême, c'est pas que moi qui le dis, c'est écrit dans les articles, hein, tout ce que j'ai lu c'était quand même beaucoup ça, et de mes observations j'ai vu ça aussi, hein, qu'il y a des hommes quand même qui se font pas mal rejeter sur les sites, et donc s'ils n'ont déjà pas une estime de soi très solide,
ça les convainc, ça augmente le manque de confiance en soi. Ils se disent, mais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, en plus c'est répétitif. Donc eux, ils ont envie de capter cette femme-là, ils n'y arrivent pas. Ou alors les femmes répondent, mais elles, comment elles disent, on dit maintenant, elles font du ghosting, hein, c'est-à-dire hop, elles disparaissent. Parce que ce qui est dit aussi sur les sites de rencontres, c'est que les femmes cherchent plus à valider leur désirabilité, c'est-à-dire à savoir qu'elles plaisent, ou à discuter, avoir des échanges, être rassurées sur leur sort, comme quoi, oui, j'ai encore la cote, plus qu'à vraiment chercher une vraie rencontre. Je ne dis pas pour toutes les femmes, évidemment, parce qu'il y a des femmes qui cherchent vraiment quelqu'un, mais il y en a qui, et notamment chez les jeunes femmes, cherchent plutôt à me rassurer, à échanger, à discuter, à vérifier que je plais. Voilà. Donc, forcément, les hommes se retrouvent malmenés dans ces histoires-là. Et je dis pas tous, parce qu'il y en a qui vont avoir tout le succès. C'est-à-dire, il y a certains qui vont vraiment être les super beaux, mal sexy. Eux vont remporter la majorité du succès féminin. Puis il y a les autres, voilà, ils vont se retrouver derrière en deuxième choix. Et eux vont essuyer des rejets. Donc la sensibilité, on parlait de la sensibilité à la trahison, ici on est sur la blessure au rejet. Donc il faut faire attention avec l'utilisation de ces sites pour ne pas vous maltraiter encore plus que vous l'êtes déjà. Hein. Si vous n'êtes pas dans une période où vous êtes très stable émotionnellement, ça peut être dangereux. Oui. Oui. Non. Oui, c'est la photo, pour certains, d'abord c'est d'abord la photo, et puis après un peu les critères, voilà, le profil. Mais ça, c'est comme dans la réalité, parce que dans la réalité, on voit la personne et après on parle. Ça a changé. Oui. Oui, on a dans le profil, tu as l'image, la photo, quelques photos, et dans le profil, il y a pas tout. Il y a plein d'informations qui sont discriminées, et on te pose des questions sur ton profil, ce que tu aimes, hein, voilà, bon, c'est assez succinct, et tu te mets en avant, tu me diras, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne décèle pas, quand c'est pas une rencontre spontanée. Le ressenti, le feeling, tu vois, quand tu fais une rencontre spontanée dans une soirée d'amis, bon, il y a quelque chose de différent, parce que tu vois si tu as envie de continuer à échanger ou pas. Tu vois, tu as un échange avec quelqu'un, on te dit oui, c'est sympa, tu vois, il y a un feeling, il n'y a pas de feeling, et puis tu n'es pas parti pour rencontrer quelqu'un amoureusement, tu es parti pour rien, pour rien du tout, pour passer une bonne soirée, et tu rencontres quelqu'un. Et dans ces rencontres spontanées, il y a quand même quelque chose, une intuition, il y a quelque chose, un feeling qui vient, mais qui récupère des informations globales sur la personne. Alors que là, la discrimination, les critères sont assez précis. Tu vois, tu as des critères qui sont demandés. Est-ce qu'elle aime voyager, etc. Alors après, voilà. Et tu peux observer aussi que ce qui va être très discriminant, c'est ce qu'on dit, hein, c'est les fautes d'orthographe. Il suffit que l'autre fasse des fautes d'orthographe, et hop, éliminé. Il suffit qu'il ne parle pas correctement, qu'il n'aligne pas 3 mots très intéressants, dès qu'il commence à rentrer en relation, hop, il est éliminé. Ça, c'est moins vrai dans la relation spontanée. Donc les critères sont différents en fait. Mais oui, vous n'avez pas remarqué ça, mais on n'entend pas la même chose. Là, j'étais sur les avantages de la relation à distance en portable. Bon, ça j'en ai parlé, hein, des inconvénients, les émoticônes, le phubbing aussi, ça j'ai oublié d'en parler. De nouveau, c'est un nouveau mot qui vient de sortir. C'est le fait de se snober. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec votre partenaire amoureux, et il a l'habitude, il est un peu addict à son téléphone, il y a de plus en plus d'addictions au portable. Hein. Et le phubbing, c'est le fait que tu es avec lui, je sais pas, tu es au restaurant, tu es en train de manger, à table, je sais pas quoi, tout va bien. Et puis, il ne peut pas s'empêcher, il a mis son téléphone à côté, et il ne peut pas s'empêcher, à un moment donné, dès qu'il s'ennuie quelques minutes, parce qu'en général, il y a un petit temps mort où il commence à s'ennuyer, hop, téléphone, et hop, puis toi, tu es là, tu continues la conversation, tu vois, tu es là en face, en mode,
que s'est-il passé? Et donc, tu sais plus s'il est en train de t'écouter. D'abord, il t'écoute plus puisqu'il est dans le téléphone. Alors peut-être qu'il regarde un article, peut-être que... Et tu sais même pas ce qu'il fait. Hein. Est-ce qu'il répond à quelqu'un? Est-ce qu'il lit un article? Alors voilà. Donc c'est vécu comme un manque de respect, c'est-à-dire que la personne, elle fait présent, absent, tu vois. Elle est en face de toi, tu sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer 1 minute, 1 seconde? Est-ce que ça va durer 10 minutes? Puis tu es là en mode attente. C'est ce que disent les gens. Et le phobique, c'est un phénomène de société aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui se plaignent que, moi pour l'avoir vécu, je trouve ça hyper désagréable, tu es avec quelqu'un, que ce soit un ami ou ton amoureux, puis d'un coup, il est là, il quitte le lien en fait. Brutalement, pour préférer le téléphone. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus intéressant que moi? Et puis il fait absent au rendez-vous, quoi. Donc ça crée des ruptures de liens qui sont extrêmement, de nouveau, frustrantes. T'as l'impression que t'es avec un fantôme, quoi. Et donc si c'est répétitif, ça va créer des conflits dans le couple. Oui, mais c'est toujours pareil, t'as pas besoin d'utiliser ton téléphone, quand on est ensemble, c'est pas un lien de qualité, tu m'écoutes pas, etc. Voilà. Le problème, c'est que les personnes qui font ça, souvent, c'est qu'elles sont addictes au téléphone. Parce que le téléphone crée des addictions. Hein. Donc l'addiction, c'est on peut pas s'en passer. Voilà. Mais c'est néanmoins important, pour la paix des ménages, que vous puissiez de temps en temps, pour moi, poser vos téléphones à distance, les mettre en silencieux, et puis voilà, décider de vous engager à passer du temps vraiment comme on faisait avant, c'est-à-dire il n'y a pas les téléphones, donc on est obligé de se fréquenter, y compris de s'ennuyer, parce que l'ennui, c'est pas dramatique, hein, ça permet de la créativité. On ne supporte plus de s'ennuyer 30 secondes. Quoi. Ben oui. Il y a un problème avec l'immédiateté, l'ennui. Hein. Je ne peux pas m'ennuyer si mon partenaire me déçoit un peu. Ça y est, la conversation m'ennuie. Ah bon, mon téléphone, moi je m'ennuie plus. Ah là là, on vit en virtuel, on alimente... Ah oui, là aussi, les inconvénients du téléphone, c'est que quand on n'est pas beaucoup en contact avec l'autre, à force d'être au téléphone ou sur les réseaux, on vit en virtuel et on alimente beaucoup plus nos pensées noires parce que l'autre n'est pas en face pour se confronter à nous, en fait. Quand on vit sur le même territoire, qu'on a l'autre en face, bah forcément, s'il y a un conflit, vous l'avez en face, donc ça se résout beaucoup plus vite. Vous avez la réponse immédiate. Alors que si vous êtes au téléphone, je sais pas, il m'a pas répondu, j'attends mon SMS, je sais pas pourquoi il m'a pas répondu, et que j'ai pas la réponse, je vais commencer à subodorer, à faire des hypothèses et des délires d'interprétation, etc. Et je le vois pas. 2 jours après, je l'ai toujours pas vu, donc je vais toujours interpréter, subodoré. Donc ça crée des délires et ça alimente nos pensées noires. Ces histoires de relations à distance comme ça, vous n'avez pas remarqué que ça aggrave souvent notre cas. Hein. Bon. Ou ça peut anticiper la rupture. Et ça, bah oui, parce qu'à force d'interpréter, de délirer en pensant à la place de l'autre, parce qu'en fait, c'est qu'on pense à la place de l'autre. On se met à la place de l'autre et on se dit, oui, mais alors s'il ne me répond pas, c'est que il est évitant, il ne veut pas s'engager, il ne m'aime pas, il ne s'intéresse pas à moi, il a une copine, je pense qu'on se raconte plein de trucs, on n'en sait rien d'ailleurs, on ne le vérifie pas, et donc on anticipe et on est sûr et on rompt. Ou alors on fait de la réactivité, c'est-à-dire puisqu'il ne répond pas, je ne réponds pas, c'est de la stratégie, tu sais. Donc je ne réponds pas. Donc, voilà. Et alors on sait toujours pas ce qui s'est passé. Hein. C'est très interprétatif, hein, ces relations à distance comme ça. Moi, j'ai entendu un truc la dernière fois qui était pas mal, c'était arrête de te faire des films parce que la personne en face n'a pas lu le scénario. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Arrête de te faire des films, la personne en face n'a pas lu le scénario. Voilà, et ça résume tout. Ouais. Alors, les chiffres sur les sites de rencontres. Un Français sur 4 s'inscrit sur site. Ça a doublé en 12 ans. Bon, je suppose que vous n'êtes pas étonnés. Hein. Une personne sur 2 réussit à se voir en live. Une personne sur 2 se finit par tomber en... Une personne sur 2. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent le virtuel. 85% vont mettre 1 à 2 mois avant de se rencontrer. Voilà, ça, c'est les généralités, mais ça dépend des goûts et des couleurs. Moi, personnellement, j'allais plutôt vite parce que j'avais pas envie de traîner dans le virtuel, sauf une fois, je me suis amusée. Mais voilà. Mais sinon, c'est quand même... il y a quand même des personnes qui vont avoir envie, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, d'entretenir un lien pour mieux se connaître, voilà, pour engager un virtuel, et qui peuvent être choqués de vouloir se voir trop tôt. Il y a... Ouais, c'est incroyable, 85%. Bah, c'est beaucoup. Alors attends, parce que alors là, les sites, t'en as plein. Les sites sont ciblés, les concepteurs de sites, c'est du marketing, hein, vont cibler les publics, en fait. C'est des
les publics cibles sont toujours des consommateurs en fait. Hein. Donc Tinder, c'est particulièrement plutôt pour les jeunes et plutôt effectivement pour de la consommation sexuelle et amoureuse surtout. Ou pour se rassurer sur notre séduction, voilà. C'est plutôt ça. Après, tu as des sites qui sont plus organisés sur la rencontre amoureuse. Après, tu as des sites qui sont organisés sur l'infidélité, comme les sites de gens mariés. Tu as des sites surtout maintenant. Hein. Tu as des sites pour les very important personnes. Tu as les sites pour les seniors. Tu as les sites pour les juniors. Tu as les sites pour... Oui, il y a des strates. Parce que les concepteurs aiguisent de plus en plus leurs cibles. C'est-à-dire qu'ils créent des sites en fonction du marché. Et donc, c'est très marketing, hein, il faut savoir. Donc, ils savent comment on fait pour que les femmes viennent. Donc, ils s'arrangent pour qu'il y ait le plus de femmes possible. Et c'est pour ça que c'est gratuit souvent pour les femmes. Parce qu'il y a quand même plus d'hommes qui s'inscrivent. Partout, sur tous les sites. Hein, elle est partie. Notre féministe. Alors pourquoi il y a plus d'hommes? Mais parce que j'ai fait cette réponse un peu majoritaire. Pourquoi c'est gratuit déjà? Mais parce qu'il y a moins de femmes qui s'inscrivent, qui ont moins envie de s'inscrire. Globalement, il y a moins de femmes qui ont envie d'aller sur des sites parce que la réputation des sites, c'est quand même plus pour consommer que pour trouver véritablement le grand amour, pour une relation engagée et durable. Voilà. C'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'elles y vont pas. Ça veut dire que c'est une réputation. C'est la réputation des sites en général. D'accord? C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes qui... Alors maintenant, ça c'est une généralité. Après, on va voir que chez les jeunes, et notamment, et aussi chez les jeunes femmes, les jeunes n'ont pas envie de se caser tout de suite, ils veulent faire des expériences avant de faire des familles. Et donc, ils vont aller sur des sites de rencontres, particulièrement pour créer des explorations sexuelles, surtout, voilà, oui, on peut le dire. Et les femmes aussi. Donc c'est aussi par tranche d'âge, hein. Il y a des différences par tranche d'âge. Après, les trentenaires vont utiliser les sites de rencontres pour plutôt se caser, donc pour faire des rencontres, et notamment les femmes, mais aussi les hommes, pour créer des familles, pour faire des rencontres dites sérieuses. Est-ce que dans ce cas, c'est une perte de temps? Parce que si les femmes savent que les hommes vont sur des sites plus pour explorer... Oui, surtout chez les jeunes et celles qui s'inscrivent, sachant que les plus prudes, qui n'y croient pas trop à pouvoir trouver l'amour en ligne, ne s'inscrivent pas. Donc celles qui vont s'inscrire malgré le fait de savoir que les hommes vont arriver plus pour consommer, ça veut dire qu'elles sont prêtes à consommer. Oui, sauf que c'est pour ça que tu vois toujours sur les sites de rencontres, les femmes, elles disent « Attention, je ne veux pas consommer ». Mais c'est triste. Elles écrivent sans arrêt ça. Je ne suis pas là pour être consommée, donc attention aux prédateurs. Et en plus, elles excluent comme ça beaucoup d'hommes. Ah bah celui-là, il a une tête de consommateur. Oh, au revoir, au revoir, au revoir. J'ai des têtes de consommateur, j'ai rien pour consommer. Ben non, bien sûr que non. Il y a cette... et les femmes qui sont sur des sites, et même des femmes jeunes, hein, ou vers la trentaine, elles se disent, si j'apparais sur un site et qu'on voit, mes amis savent que je suis sur un site, ça veut dire que je suis une femme libérée, et donc je ne suis pas une femme sérieuse, je suis une femme légère. Donc j'ai pas intérêt à me mettre sur site. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de femmes que d'hommes quand même, globalement. Et ça dépend des âges. Parce que... attends. À un âge un peu plus avancé, après, pour celles qui ont déjà eu, ou des enfants qui ont déjà eu des compagnes ou des compagnons, et qui ont des ruptures amoureuses, elles se disent, mais comment je vais faire pour rencontrer des nouvelles personnes? Parce que le problème des personnes qui ont vécu en couple, c'est qu'ils se sont souvent, métro boulot dodo, ils ont souvent évincé leur réseau amical d'avant, hein, leurs anciens amis, ils se voient moins, ils sortent moins, ils font moins la fête, ils sont investis dans leur travail, et donc ils ont moins d'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Donc à cet âge-là, enfin un âge un peu plus avancé vers ceux qui ont déjà commencent à avoir des ruptures, des séparations, eh bien ils vont retrouver les sites de rencontres pour rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Et là, on va trouver des femmes qui veulent rencontrer, et c'est là où elles vont dire « mais moi, je ne suis pas là pour consommer, je suis là pour m'engager, pour trouver un homme sérieux ». Et les hommes, souvent, écrivent aussi « mais moi aussi, je suis un homme sérieux, je veux un engagement ». Souvent, ce qu'ils écrivent, c'est ça. On voit apparaître ça hein, très vite. Hein. Oui. Est-ce que quoi? Ben, 1-2 mois, ouais. Il y a 85%, c'était dans mon PowerPoint.
qui vont rester en virtuel avant de se voir sur le terrain. Et c'est 1 à 2 mois en général. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. C'est des généralités. Voilà. Voilà, 19% nous, une relation amoureuse. Alors ça, c'est ça, hein, c'est intéressant parce que les sites ont une réputation de consommation. Et en fait, chez les personnes qui ont été interviewées, 19% disent avoir noué une relation amoureuse et sexuelle. Et 9% que sexuelle. Mais 62% des personnes interviewées ayant trouvé un partenaire, par site, hein, déclarent avoir au moins eu auparavant, au début en tout cas, une relation sans lendemain. Hein? C'est pas cohérent? Bah si. La plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils ont 9% disent qu'ils ont eu, qu'ils n'ont pas eu que des relations que sexuelles. Mais oui, sans lendemain, sans lendemain, c'est juste un plan, ça s'appelle un plan cul. Oui, alors justement, si, mais 62% des gens qui se sont engagés, qui se sont mis sur site et qui ont trouvé un partenaire durable, ont déclaré avoir eu un plan cul au moins une fois, voilà, si ce n'est pas plus. En général, c'est ce qu'ils disent. Hein, vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai vécu. J'ai quand même, au début de mes explorations sur site, bon, je me suis amusée, enfin, bon, moi, ça m'allait assez bien, mais, et encore que, parce que j'aime bien le côté love aussi, tu vois, j'aime pas que un plan cul, c'est pas très intéressant, c'est pas impliquant, c'est un peu décevant. Et ce que j'ai pu explorer ou remarquer, parce que je me faisais des observations, je me disais, oui, ok, bon, pourquoi pas une exploration sexuelle et amoureuse, why not? Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait assez peu de suivi. Quand on fait l'amour tout de suite, hein, quand d'emblée, là, le premier soir, vous allez sur un site, vous chattez un peu en virtuel, ouais, ça le fait, vous rencontrez quelqu'un, puis bon, il y a des affinités, on est là pour se rencontrer, et on fait l'amour assez vite, et vous avez remarqué, on a un rapport sexuel assez vite, vous avez remarqué qu'après, on est un peu, et là, on fait quoi maintenant? Et alors, c'est bien, ça c'est fait, c'est coché. Et maintenant, on parle de quoi là? Je le dis pour moi, mais je l'ai remarqué, enfin, j'ai des témoignages d'amis ou de personnes ou de patients, etc., qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, à un moment donné, soit il y a une déception parce qu'il y a beaucoup d'attentes, plus vous avez des attentes, plus vous risquez d'être déçus, moi vous en avez, moi vous risquez d'être déçus. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, comme on est passé à l'acte assez vite, bon ben, on échange quoi après? On est un peu encombré, vous dites, il est chez toi, bon, voilà, bon bah, c'est bon, bon, bah, au revoir. Et puis il y a très souvent assez peu de suivi. Et donc il y a des femmes qui vont sur ces sites avec beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir de trouver le prince charmant, etc. Et alors là c'est des grosses déceptions. J'ai même eu des personnes qui ont été en crise dépressive par rapport à ça. Parce que c'était inimaginable de pouvoir se donner à un homme et le matin, hop, il part avec ses petites affaires et il ne revoit plus, quoi. Une grosse désillusion. Une fois, deux fois. Tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, t'es ramassé, quoi. Ça dépend de ton parcours, mais si tu n'as pas l'habitude, tu as été marié pendant une affiche de cas, tu as été marié pendant 20 ans, bon, tu ne connais pas trop ces histoires de sites, de rencontres, d'exploration, etc. Tu te fais des plans comme ça, ça peut être très malheureux quand même, hein. On ne s'imagine pas. Mais... Alors, 8,5% des gens se rencontrent sur les sites, une personne sur deux. Ça, c'est bien d'avoir ce chiffre, hein. Parce qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça qui se rencontrent par les sites. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas énorme, hein? Non. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de rencontres sur site. Et en fait, c'est que 8,5% de la population, encore aujourd'hui. Excusez-moi. Oui. C'est lié aux nouvelles rencontres ou les rencontres, c'est-à-dire non. Au regard de l'ensemble des rencontres? Au regard de l'ensemble des rencontres, regarde. Oui, mais ça veut dire que ce sont toutes les rencontres qui se sont faites ou les nouvelles rencontres. Je veux dire par là, pas la même chose. Oui. C'est-à-dire si on fait un constat des rencontres qui se sont faites, on n'a que 8,5% des personnes qui se sont rencontrées sur un site. Oui. Ou est-ce que ce sont les nouvelles rencontres qui se font? C'est pas la même chose. Bah, c'est les nouvelles rencontres qui se font. Attends. Alors si ce sont les nouvelles rencontres qui se font, c'est sur le site. C'est ça, hein, parce que la plupart des gens aujourd'hui sont sur les sites. Oui, il y a une personne sur chaque qui est sur site. Et les nouvelles rencontres, les gens qui se sont mis sur site et qui ont décidé de faire des nouvelles rencontres, de ces personnes-là, il y a 8,5%. Pas les couples en cours. Non, pas les couples en cours et qui cherchent d'autres partenaires. Non, des gens qui sont en couple. Je vais comprendre, des couples qui sont depuis ensemble, qui sont en couple depuis 20 ans,
évidemment, elles ne se sont pas rencontrées sur site. Non, non. Donc, si on prenait en compte ces personnes-là, 8,5%, ça serait cohérent. Ouais. Mais aujourd'hui, les 2 dernières années, parce que les sites de rencontres, ils ont monté en pourcentage depuis une dizaine d'années. Hein. C'est monté comme ça, en flèche. Je ne sais pas si tu disais. Ça, c'était l'enquête qu'avait faite Marie Strom sur 8,5% des gens qui se rencontrent par les sites. Et les personnes vont encore aujourd'hui se rencontrer majoritairement sur le lieu de travail. Le lieu de travail, les soirées entre amis. En 3, on se rencontre sur les lieux publics, comme ici, voilà. En cadre privé, en 4. Et en 5, sur les sites de rencontres. Voilà. Donc les sites de rencontres viennent en 5e case, choix. C'est intéressant de savoir ça. Moi, je pensais que les sites de rencontres avaient plus de succès que ça sur les relations d'engagement. Mais en fait, pas, en fait. Hein. Discothèque en 5e position, ça m'étonne beaucoup. Hein, parce que franchement, et ensuite, 6e, discothèque, fête de famille. Après. Discothèque et boîte, c'est quand même un lieu où les gens sont... voilà, on voit que c'est quand même encore aujourd'hui sur le lieu professionnel, sur les soirées entre amis, voilà, sur le lieu public qu'on rencontre quand même plus que sur les sites de rencontres. Mais combien de groupes se forment sur le travail? Combien? Moi, dans mon unité, c'est sur les 400, c'est sur l'endroit où on se voit le plus. Oui, c'est les endroits où on... Oui. Mais même les étudiants qui font des études, qui se retrouvent dans les facs, etc. Bon, c'est classique. Hein. À l'hôpital, oui. Comme on passe beaucoup de temps dans notre travail, c'est logique aussi qu'on passe du temps, on peut rencontrer des clients, on peut rencontrer du monde dans la vie professionnelle. Mais vous voyez, lieu de travail 1, soirée entre amis 2. Hein, donc les soirées, les fêtes entre amis, tout ça, les loisirs, c'est quand même des lieux où on rencontre, plus que sur les sites quand même. Mais là, on est sur les rencontres, pas éphémères, hein, les rencontres long terme. Bon, ça j'en ai parlé. Et pourquoi? Alors, j'ai dit tout à l'heure que après des séparations, on se met sur des sites parce que c'est souvent le seul outil. Ou pendant le confinement, on n'avait pas grand-chose à comment faire des relations, donc on se mettait sur les sites. Et aujourd'hui, on nous apprend à nous prendre en charge. On nous dit devenez autonome. Si vous voulez être heureux, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc arrangez-vous, mettez-vous sur des sites, débrouillez-vous, voilà, c'est à vous arrêter d'attendre que le bonheur vienne comme ça, bougez vos fesses et vous verrez, vous trouverez quelque chose. On dit quand même beaucoup. Donc les sites de rencontres rentrent dans ces outils pour vous prendre en charge et vous rendre heureux. Bon, vous avez vu qu'il y a des avantages et des inconvénients quand même, hein, c'est pas gagné. Ce ne sont que des outils, c'est pas l'outil qui va vous rendre heureux, hein, ça c'est sûr. C'est la manière dont vous allez l'utiliser. Et ces histoires de sites de rencontres, alors ça c'est intéressant aussi, c'est que c'est difficile, j'ai dit, d'arrêter, sauf si vous décidez vraiment d'arrêter votre abonnement. Mais sinon, les personnes qui sont inscrites, très souvent restent inscrites assez longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur de manquer quelque chose. Parce que les sites, c'est comme un étalage de marchandises. Vous avez plein de produits. Comme dans des grandes, vous savez, il y a des supermarchés où il y a beaucoup d'étalages. Il y a des supermarchés qui sont très petits, enfin, il y a beaucoup moins de produits qui sont présentés. Et c'est le même principe, en fait. Quand vous avez beaucoup de produits qui sont présentés sur le marché, ben vous avez tellement d'abondance du choix que, du coup, souvent, vous repartez sans le produit, parce qu'il y a trop de choix, en fait. Alors que quand vous avez peu de choix, vous n'avez que 4 ou 5 produits, ben, finalement, vous en achetez un. Vous avez remarqué? Donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié, que j'ai pu remarquer aussi. Souvent les gens ne se désinscrivent pas des sites parce qu'ils se disent et si jamais, alors là j'ai trouvé quelqu'un, bon pas mal, hein, mais là ça coche, là ça coche pas, bon là ça coche moins, ah mais peut-être que il y a l'abondance, il y a l'infini des possibles sur les sites, donc peut-être que je vais rater quelque chose, hein, et donc cette peur de manquer quelqu'un qui serait encore mieux que celui que j'ai, qui a quand même des défauts, parce que tout le monde a des défauts, hein, faut le dire. Mais, et que j'ai cet infini possible de choix, fait qu'il y a des difficultés de se désinscrire.
Et ce côté extrêmement adolescent, adolescent éternel, non assouvi, qui ne veut pas renoncer à rien, qui a peur de manquer, et qui se dit je vais peut-être rater le coup du siècle, l'amour de ma vie, la femme idéale, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis l'herbe est virtuelle. Et donc, et ça c'est très très juste, je trouve, c'est que plus on a du choix, et moins on choisit, plus on est indécis, et plus on est frustré presque quelque part. On finit par se retrouver seul, à force d'hésiter entre, bah oui, celle-là, elle a ça en plus, l'autre, elle a ça en plus, alors je peux trouver ça avec elle et ça avec elle. Bon, moi qui ai fréquenté les modèles polyamoureux, c'est un peu l'esprit, hein. Je prends 2 en 1, et puis hop, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, genre j'avais dit à la conférence d'avant. C'est pas si simple, c'était hyper séduisant sur le papier, mais c'est pas simple avec les sentiments. Mais néanmoins, c'est un peu cette idée, un peu adolescente, comme ça, on dit, ah, bon là j'ai trouvé quelqu'un, mais bon, plutôt insatisfaisant, comme si tout le monde devait être satisfaisant, tu vois, comme si la personne que tu rencontres devait cocher les cases, alors peut-être un peu au début, mais très, très facilement, dès que la personne paraît un peu insatisfaisante, on se dit peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a le gâteau meilleur que j'ai pas encore goûté, qui fait que... Et de nouveau, moi j'ai une anecdote comme ça, assez croustillante à vous transmettre, parce que ça m'a fait marrer ces histoires d'exploration de sites. Enfin, moi j'ai pris ça légèrement, hein, mais quelqu'un d'autre l'aurait mal pris. Hein. Une fois j'ai eu une histoire comme ça avec un homme que j'ai vu un premier soir, bon, qui était intelligent, je me dis, oh, pourquoi pas, bon, pourquoi pas le premier soir, mais j'étais pas plus branchée que ça pour avoir un rapport sexuel avec lui. Et bon, j'étais pas très partante, mais pourquoi pas, bon, puis bon, ça s'est fait. Et alors, bon, mais pour la petite histoire, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, il était 22h, je pensais qu'on allait dormir, hop, il se lève comme ça, au taquet, j'ai lu Exigubrant, non, je peux pas rester là, oui, mais pourquoi, c'est un problème, hein. Parce que moi j'avais dit que je voulais un suivi amoureux, d'accord, non, bah, je culpabilise, alors je le fais parler, je suis psy, donc je sais faire parler les gens, donc je lui demande, alors, oui, mais je me sens coupable, alors coupable de quoi, tu m'avais pas dit ça, bon. Il me dit, mais oui, mais parce qu'en fait, je suis venue pour tester, c'est ça la petite histoire qui est drôle, pour tester si j'étais vraiment amoureux de celle que je viens de rencontrer, parce que l'autre d'avant me plaît énormément, mais je ne suis pas sûre qu'elle me plaise tant que ça, donc je suis venue voir si elle me plaît comme ça, tu vois, pour comparer, en fait, il fait un état comparatif des 2 produits, des 2 marchandises, et il se disait, ah mais, et puis il m'a dit comme ça, ah mais je préfère l'autre quand même. Ah bah l'autre, finalement je vais rester avec elle parce qu'elle me plaît mieux que toi. Alors imagine, heureusement que c'était moi que j'ai rigolé. Parce que sinon, alors là tu t'es su, pour le coup du râteau, tu te prends un râteau, tu sais, tu fermes pas l'œil avec ce truc-là. Mais c'est un bon exemple de ces interactions un peu consuméristes pour le coup, avec cette idée d'abondance du choix, et qu'il y a l'impression que c'est jamais assez bien ici. J'ai fait une prise, puis j'ai un poisson, mais c'est jamais assez bien. Et peut-être que j'ai mieux ailleurs, et donc je vais comparer pour voir si j'ai mieux ailleurs. Bah, ça devient un peu délirant quand même, ce truc-là. Ça fait vraiment penser aux enfants qui veulent tous les jouets, tu sais. Ouais. Il faut garder à l'esprit l'adage que le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est ce qu'on a. Après, c'est la sortie de la perfection. On ne peut pas avoir la femme idéale et l'homme idéal. Donc, à un moment donné, est-ce que je peux m'organiser et m'arranger avec la personne qui est devant moi? Si ça matche un tant soit peu, est-ce que je peux arrêter de vouloir d'arrêter de vouloir chercher la perfection et de m'organiser pour faire et approfondir la relation? Ouais. Si je rajoute à ce que vous venez de dire, quand on prend la dernière phrase, on a peur de manquer quelque chose. Ouais. Est-ce que cela ne viendrait pas du fait que cette abondance de choix, qui est surtout ressentie pour les personnes qui sont en ligne, surtout les femmes, ne vient pas du fait qu'on a tendance à mettre des paliers. C'est-à-dire que homme numéro 1, homme numéro 2, homme numéro 3 ou femme numéro 1, femme numéro 2, et avec lesquels on discute. Et quand à un moment donné on se dit je suis seul, mais je vais prendre la personne qui est plus dispo aujourd'hui. Donc on prend la personne qu'on a peut-être mise en 3e ou 4e position. On vit avec la personne, des fois on s'engage avec la personne et on vit quelque chose de bien avec la personne. Mais comme la personne qu'on avait placée en première position se libère à un moment donné, vient voir la personne, eh ben,
elle trouble tout. C'est-à-dire qu'elle remet en cause la relation qu'on a commencé à construire. Du coup, on est prêt à saboter sa relation pour pouvoir éventuellement être avec la personne que la relation ne veut pas. Voilà, c'est stratège. C'est pourquoi je parle. Non, mais la plupart des personnes en ligne fonctionnent comme ça. Donc c'est pourquoi je parle du principe. Oui, il peut y avoir des gens très stratégiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore croire à pouvoir trouver l'amour en ligne? Oui, quand il y a le choix, effectivement. Ça, alors, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner ici, s'ils ont rencontré un amour durable? Alors, oui, il y a des personnes qui sont... Il y en a, hein, j'en ai eu aussi. Hein. Des personnes qui me disent, qui me témoignent, disent, oui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis restée avec, ça va très bien, etc. Bon, ça existe, hein, et heureusement. Après, il y a beaucoup de déceptions. Par contre, ce que j'entends beaucoup, c'est beaucoup de lassitude par rapport au site. Les gens qui sont en site se lassent d'être en site, arrêtent, finissent par arrêter ou sont déçus. Donc ça, c'est plus ce qu'on entend, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, heureusement, hein, il y a des personnes qui se rencontrent et qui créent des amours durables. Et tant mieux pour eux. Avec des gens qui sont lassés comme ça. Alors, on a commencé une belle relation. Je leur dis que c'est un outil, que c'est pas un outil, ça reste un outil, hein, c'est pas non plus. Après, c'est voilà. Après, il y a d'autres manières de rencontrer aussi. Je dis pas d'emblée qu'il faut arrêter d'être sur des sites parce que ça peut être aussi, si tu es vraiment seul et tu te sens seul, tu vois, dans les périodes vraiment difficiles où tu es seul, ça peut être aussi une manière d'échanger, de te faire aussi des nouveaux amis, même si c'est pas fait pour ça a priori. C'est-à-dire de diminuer les niveaux d'attente. Tu vois, si tu es moins dans l'attente de rencontrer qu'il te faut la chaussure à ton pied parce que tu crois que l'amour, c'est d'arrêter d'être seul. Il te faut un compagnon de voyage. C'est souvent ça, hein, l'histoire. Et donc là, tu as des attentes un peu élevées. Donc forcément, tu risques d'être assez vite déçu. Voilà. Si tu es moins dans des attentes élevées et que tu te dis, bon, je peux aussi, à l'intérieur de ces rencontres, me créer, étoffer mon réseau amical. Ou pas. Mais t'en fais moins une affaire d'État en fait, tu vois. Il y a moins de déception parce qu'il y a moins d'attentes, ce qui est logique. Ça veut pas dire que les sites de rencontres sont rédhibitoires et que tu vas forcément te faire consommer et qu'il n'y a que des prédateurs et des consommateurs. Bon, tu sais, les personnes c'est de l'humain, donc après il y a des affinités qui se font, il y a des affinités qui ne se créent pas en fonction des personnes que tu rencontres. Voilà. Mais si tu pars bien en tête avec l'idée que c'est une rencontre amoureuse et que ça le fait, ça le fait pas, ça le fait, ça le fait pas, il risque d'y avoir plus de déception à la clé. Maintenant, il y a effectivement d'autres manières de rencontrer. Il faut, si tu veux vraiment rencontrer des personnes dans les stratégies de séduction, tu peux multiplier. Hein, comme on a vu, le lieu professionnel, les amis, enfin je veux dire, tu n'es pas obligé de rester que sur les sites de rencontres et en avoir après les sites de rencontres parce que tu te dis les sites de rencontres ça marche pas, c'est nul, tu crées une mauvaise réputation des sites de rencontres. Voilà, voilà ma vision des choses. Je pense que bon, pourquoi pas, mais c'est pas non plus. S'inscrire à un club de danse. Oui, il y a des activités, les activités. On peut rencontrer en disant à ses copines, voilà, je suis en ce moment, j'aimerais bien rencontrer, si tu vois un ami, présente-le-moi. Enfin, il y a plein de manières, il y a des options, tu vois. Et puis après, il faut regarder à partir de quel endroit je cherche. Parce que si je cherche parce que je me trouve esselée et que je crois que je manque, on est dans ce truc de je manque, il y a toujours mieux ailleurs, je manque de quelque chose et je ne supporte pas d'être seule. Donc là, il faut travailler ce point-là. Hein. Parce que là, la chaussure à ton pied... c'est la quête de l'âme sœur, etc. Mais là, c'est vraiment souffrant, ça. Je ne peux pas me suffire à moi-même. C'est terrible. Après, les sites de rencontres, effectivement, ça en font des rencontres à distance. Oui. Et l'amour à distance, c'est compliqué. Oui, j'avais fait un sujet sur l'amour à distance. J'en ai un peu parlé de l'amour à distance. Hein, parce que le portable, les entretiens Skype, WhatsApp, tout ça, ça facilite les amours à distance. À la fois, ça peut être chouette parce que ça entretient des possibilités de relationner, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Il fallait prendre les trains, les avions, etc. Donc, finalement, on s'embarquait moins dans des amours à distance. Là, ça facilite aussi, ça nourrit les relations à distance, mais ça les complique aussi parce que tu es moins de visu, quoi. Et en même temps, il y a moins de conflits, et en même temps, enfin, tu as des avantages et des inconvénients. Et on a vu aussi, tu présupposes plein de choses parce que tu l'as pas en direct. Donc, tu as le pour du contre. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un équilibre là-dedans, et de voir, ok, il y a des moments où on est à distance, mais il faut quand même vivre la relation, parce que si tu es toujours à distance, il ne se passe plus rien. Hein. Et la relation honore le temps passé ensemble. Si vous ne passez pas de temps ensemble, il ne se passe plus rien, quoi. À un moment donné,
C'est que du virtuel, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Les sites de rencontres addiction, j'en ai déjà parlé, ça a été souvent conçu, pas tous, mais pour vous faire sentir de la dopamine, du plaisir, etc. C'est fait exprès, donc c'est fait pour vous rendre plutôt addict. Voilà, vous êtes là pour cliquer et pour payer aussi. Et pour, sur l'histoire de la beauté, là aussi je me suis interrogée sur l'histoire de pourquoi est-ce qu'on était tellement férus de beauté. Et en fait, c'est parce que notre cerveau est fait pour ne pas résister à la beauté. Vous saviez ça? Oui. Eh ben moi non plus. Eh ben, j'ai trouvé ça étonnant. Et on est férus d'esthétique en fait. On cherche la beauté partout. Mais tous en fait. On est fabriqués pour ne pas résister à la beauté. Bon, chacun, la beauté c'est subjectif, hein, chacun avec ses critères. Hein. Mais on ne peut pas résister à la beauté. C'est pour ça que quand il y a des images de beaux mâles et de belles femmes, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré comme ça. Notre cerveau est attiré par des belles images en fait. Et ouais. La pub. Hein? La pub. Bah oui. Mais c'est en lien avec la reproduction, il me semble. Oui, complètement vrai. Oui. Donc il y a notre descendance soit à l'image de la personne. Exactement, on va chercher des gènes de qualité à travers des traits caractéristiques chez les hommes, plutôt la mâchoire comme ça, plutôt massive, plutôt ceci. Et pareil chez les femmes, elle doit avoir certains critères de beauté parce que au service de la reproduction, tout à fait. Hein. Non, mais c'est c'est pour ça que... Quand on regarde les belles choses et qu'on se retrouve... Oui, mais complètement vrai. Même dans la vie, dans les fleurs. Oui. Tout à fait. Donc on est câblé pour ça, donc c'est pas étonnant que... Et vous voyez que la conception des sites de rencontres va bien avec ça, parce qu'on est focusé sur l'image, sur la photo quand même, d'abord. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les critères, mais... Voilà. Donc là, c'était sur l'histoire de la dopamine, ça j'en ai parlé. Alors, est-ce que les sites favorisent les rencontres éphémères? Les femmes, dans l'espoir de trouver l'amour, acceptent souvent, ça je sais pas, je ne l'ai pas dit, hein, mais souvent elles acceptent, je ne sais pas si j'ai dit, la relation sexuelle dans l'espoir de trouver le grand amour, et après sont déçues. Les femmes reprochent aux jeunes de ne pas s'engager et les hommes aux femmes d'être compliqués. Bon, ça c'est pas faux, c'est classique. Sur site et au début des rencontres, il faut se montrer... Ah oui, sur site et au début des rencontres, souvent vous avez vu que les personnes n'osent pas, moi je l'ai vu aussi, se montrer vulnérables. On montre quand même le bon côté et on ne dit plus tellement, quand on fait l'amour avec un homme ou une femme, on dit « Ah, ce que je te trouve belle », on est un peu plat, quoi. Oui, c'est un peu banal, c'est un peu... on ne dit pas grand-chose, en fait, tu vois. On ne se montre pas vulnérable, on ne dit pas des grandes choses émotionnelles, romantiques. En fait, on dit... voilà. C'est un peu devenu assez plat, je trouve. Et pourquoi? Parce que dans les injonctions sociétales aujourd'hui, il y a le fait d'être performant, d'être fort, d'assurer. Donc de ne pas montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas un indice gagnant dans l'esprit des gens. Ce qui n'est pas vrai, hein, parce qu'en fait, on est touché par la vulnérabilité des humains. On n'est pas touché par quelqu'un qui est robot et qui dit rien et qui montre que tout va bien, je vais bien, dans le meilleur des mondes, oui, moi j'assure, je gère, voilà. Mais en fait... notre vie doit être instagrammable, on doit montrer qu'on est heureux, qu'on est fort, qu'on est performant, qu'on assure comme des bêtes. Alors que très souvent, si on utilise les sites, et notamment pour faire des rencontres d'engagement, sérieuses, c'est parce qu'on n'est pas super heureux. Parce que sinon, on n'a pas besoin d'aller faire des rencontres. Franchement, ça paraît logique. On a remarqué aussi qu'avec ces histoires de sites de rencontres, il y avait un affaiblissement de l'engagement d'exclusivité pour les couples qui sont installés. 41% des personnes engagées sur site ont cherché d'autres partenaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'ère de la sexualité est récréative. On cherche un épanouissement sexuel plus que des contraintes de couple, et surtout les hommes. Hein. Bon, c'est pas moi, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est les enquêtes qui disent ça, mais c'est quand même pas faux non plus, puisque les femmes rêvent quand même souvent d'engagement et de rester avec la même personne, notamment pour la protection, hein, mais pas que, en tout cas pour l'engagement. Et on est quand même dans une ère, dans une période où on cherche à la fois un imaginaire romantique, hein, on cherche la comédie romantique, hein, vous voyez les séries
elles sont baignées, imbibées de romantisme. Donc on a une contradiction entre un imaginaire extrêmement romantique et une envie d'avoir une sexualité épanouissante et récréative, où on ne rate pas une exploration, on aurait fait des explorations, on n'a pas envie d'être qu'avec un seul partenaire sexuel pour toute notre vie, on a envie aussi d'explorer la sexualité, d'avoir des orgasmes, etc. Donc il y a une contradiction avec ce romantisme qui n'est pas non plus comme les anciens dans Tristan et Iseult, les opéras où on allait mourir d'amour, mais il y a quand même encore cet imaginaire romantique, on va trouver une personne qui nous... l'âme sœur, ouais, j'allais le dire, hein. Et en même temps on ne veut pas rater une sexualité épanouie et donc une non-exclusivité quelque part. Donc ça complique un peu les choses, parce qu'on veut tout et son contraire. Donc on va dire qu'aujourd'hui, il y a une interrogation dans les modèles amoureux, hein, chez les jeunes qui se cherchent un modèle amoureux ou des modèles amoureux, ou comment on peut inventer le couple, parce qu'on veut, et c'est antinomique, on veut et le romantisme, avec une personne qui s'engage, qui serait notre âme sœur, et en même temps, cette sexualité récréative, épanouissante, et ne pas rater quelque chose, parce que sinon on aura l'impression qu'on aura raté, ou on n'aura pas réussi notre vie sexuelle, on n'aura pas assez désiré, on n'aura pas vécu assez d'intensité, il nous aura manqué quelque chose, on n'aura eu qu'une personne jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire ce mariage comme nos anciens, on n'en veut plus quelque part. Donc on est dans des ambiguïtés, dans des contradictions internes, et on se fout les pieds dedans, et on ne sait pas comment résoudre ça aujourd'hui. Voilà, donc bon, pareil, les femmes qui ne veulent pas expérimenter. Alors je ne sais pas comment ça va se résoudre. Pour l'instant, le couple est à réinventer, hein. Mais c'est vrai que le mythe romantique, il est extrêmement... c'est pas parce qu'il y a des sites de rencontres, des portables, des réseaux sociaux, etc., que le mythe romantique a disparu. Vous voyez, toutes les séries sont complètement... c'est incroyable, hein, c'est complètement hollywoodien. Et ça ne parle que d'amour, de coups de foudre, de rencontres, où on va trouver l'homme de notre vie, et que ça va être merveilleux, etc. C'est plus les femmes. Alors les femmes croient aussi moins au prince charmant parce qu'elles veulent aussi cette sexualité, elles veulent pas qu'un seul homme pour toute leur vie. Oui, tout à fait. Hein, mais néanmoins, elles recherchent, c'est-à-dire les hommes et les femmes recherchent et de l'engagement. Alors, ça dépend des périodes d'âge. Hein. C'est vrai que l'âge où on veut procréer, on recherche encore plus d'engagement. Mais on cherche quand même de l'engagement, et les hommes aussi souvent, hein, mais on ne veut pas rater des expériences. Alors on veut tout et son contraire, et ce qui fait que bon, on est bloqué, quoi, on bug un peu, et on ne sait plus quoi faire de ça. Donc ça fait pas mal de troubles dans notre société. Voilà. Ce que j'ai dit, communication d'image, fiche photogénique, je l'ai dit, les codes de bonne pratique, ça je l'avais dit, ça c'est... La conclusion, je l'ai parlé d'immédiateté, donc problème ou frustration, multiplication des choix, et plus il y a des choix, et plus on est paralysé, je l'ai dit aussi. Ça, je l'ai parlé de cet imaginaire. J'ai parlé qu'enchaîner les relations sexuelles, ça devient banal et triste, et ça vous le savez, pour ceux qui l'ont vécu, vous avez vu, il y a une forme de lassitude, hein, de déception, bon, alors c'est pas très... Voilà, bon, et après, quoi, qu'est-ce qu'on fait de ces relations, de ces explorations sexuelles qui ont été sympathiques, mais bon, c'est dénué d'émotions, de connexion, en fait. Il n'y a pas la connexion. Et qu'est-ce qu'on cherche le plus? L'aspiration de notre cœur, la plus profonde, c'est la connexion, c'est la communion. C'est pas tant l'énergie sexuelle, l'instinct, la compulsion sexuelle, c'est sympa, ça fait un shoot, ça te fait un petit shoot à l'orgasme. Mais une fois que c'est fait, hop, tu retombes dans l'homéostasie plate, et puis tu es là, tu dis, bon, mais on fait quoi maintenant? Il n'y a pas cette connexion. Et on cherche quand même, on est des êtres de cœur et de lien, on cherche cette connexion, cette communion, à revenir à l'unité. Voilà, donc il nous faut réinventer le couple, ça c'est ma conclusion du jour. Et je serais heureuse peut-être de voir si vous avez des témoignages sur les histoires de sites, ou des commentaires à faire, ou des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser avant que je termine. Oui. Un témoignage, mais très modeste, mais moi j'ai rencontré une personne il y a 16 ans sur un site de rencontre, c'était les débuts, hein, oui. Et je suis resté 16 ans avec, je me suis marié. J'ai super. vécu une relation formidable. Bon, on est en train de se séparer là, mais bon. Oui, mais bon. Non, mais ça n'a rien à voir. 16 ans, aujourd'hui c'est énorme. Hein. Il y a 16 ans, c'est pas les... mythiques et compagnie au début.
Ouais. Aujourd'hui, avec Tinder et machin, il est beaucoup plus 16 ans. C'est pas pareil. Si déjà vous faites il y a des personnes qui se rencontrent sur des sites et qui... Sinon, c'est un jour. C'était une relation formidable pendant une semaine. Ça a démarré comme ça. Pour en venir aussi, les débuts, quand on y croyait davantage, quand on s'inscrivait à un site au tout début que c'est sorti, un site de rencontre, on y croyait davantage qu'aujourd'hui. Ça avait une mauvaise presse. Ça avait mauvaise presse. Ça avait mauvaise presse. Moi j'ai menti à mes parents sur l'origine de son rencontre quand même, il y a 16 ans. Et ça marchait. Oui, c'est vrai que... Alors c'est pas que ça marchait plus, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes, puisque c'est pas le site c'est pas lui qui fait quelque chose, c'est la connexion qui va se faire entre deux personnes. Le site est un moyen de rencontrer, hein. Donc il y a quand même des personnes qui vont se rencontrer et qui vont matcher, voilà. Mais il y a une mauvaise réputation effectivement de la réputation de consommation, qui n'est pas complètement fausse non plus, parce que certains vont vivre pas mal ils vont enchaîner des relations sexuelles et vont sentir que c'est dénué de connexion amoureuse. Et donc il va y avoir ce clivage dont j'ai le profil du clivé, qui est je suis coupée sexe-cœur, dont j'avais tellement parlé à un moment. Et donc il va y avoir une insatisfaction, hommes et femmes d'ailleurs, hein, même si les hommes ont tendance quand même, on le sait, à préférer les conquêtes sexuelles, mais pas tous, parce qu'il y en a aussi un certain nombre qui ont envie de s'engager, et puis ça dépend des périodes de la vie. Et puis réciproquement, les femmes ont aussi, et notamment les plus jeunes, ont envie d'avoir des explorations, ou après un certain âge, ont envie de continuer d'avoir des explorations. C'est pas tous les hommes et toutes les femmes, hein. Mais en même temps, à un moment donné, de toute façon, s'il n'y a pas cet approfondissement, ça devient juvénile, quoi. Tu fais l'ado qui saute de fleur en fleur et qui butine tout le temps. Au bout d'un moment, bon, t'es là, bon, bah c'est bien, ça c'est fait. Et il ne se passe plus grand-chose, ça devient insatisfaisant pour tout un chacun, puisque c'est limité en fait. Donc voilà, ce n'est pas de la relation. Et donc, effectivement, c'est bien ce témoignage, parce que ça montre qu'il y a des personnes qui peuvent effectivement se rencontrer sur site. Le site n'est pas a priori quelque chose à mettre de côté forcément, c'est juste à visiter comme un outil, comme un autre. Puis après, ça se fait pas. C'est pas le site qui est responsable de fait qu'on n'ait pas trouvé quelqu'un. Hein. Bon. Ouais. Moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de copines, amies, qui sont sur les sites. Il y en a qui ont rencontré des gens sur les sites. Mais, ou par les réseaux aussi, hein. Tu peux rencontrer tes ex, tu peux rencontrer tout ce qui est site de rencontre, à droite, Tinder et compagnie. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je peux voir pour moi le téléphone, voir un peu comment ça se passe. Moi, j'ai essayé, je me suis arrêté à 5 jours, j'ai coupé, je n'ai pas voulu rencontrer qui que ce soit, parce que je me suis rendu compte que c'était très vite, le côté on se voit au bout de 2 jours de conversation, quoi. Oui, on se voit chez toi ou chez moi. Non, je ne suis pas là pour qu'on se voit, je vais juste prendre à discuter. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont rester en virtuel. Tu as vu, la majorité, la moyenne, c'est quand même, on se met un mois ou 2 mois avant de se rencontrer tout de suite. Après, ça dépend des personnes. Il faut avoir du temps aussi à passer si tu es déçu pendant tu le vois au bout de 2 mois. Bon. Donc ça dépend qui, quoi, qu'est-ce. Chacun fait comme il le sent. La question, c'est de quel endroit ça part que je vais m'inscrire sur un site. De quel endroit ça part de moi que je vais m'inscrire. Est-ce que ça part d'un endroit où j'ai envie de jouer l'héroïne de roman et me faire une histoire en virtuel et que j'ai pas trop envie finalement de le voir dans le réel quelque part, ou est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer l'âme sœur, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'explorer. Donc plus vous êtes au clair sur vos intentions et plus vous visez ce que vous visez, quoi. Voilà. Moins vous êtes au clair et plus vous risquez de patauger en fait, tout simplement. Ouais. En fait, j'avais pas fini. Oui, mais moi je coupe la parole en général. Je suis terrible. C'est pas grave. C'est-à-dire que pour avoir fait l'expérience, je me suis vite rendu compte que les personnes, peut-être que comme c'était au moment du confinement, les gens avaient plus envie de passer à l'acte, de consommer. Donc moi, ça ne m'a pas intéressé. Alors, tu ne peux pas dire tout le monde, mais celles que tu as rencontrées. Les personnes que j'ai rencontrées, moi, avec qui j'ai discuté, que je n'ai jamais rencontrées, voulaient vite passer à l'acte. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et donc, mes amis, mes copines, je leur ai demandé de me montrer leur téléphone. J'ai regardé les téléphones. Sur les sites, j'étais étonné. J'ai des copines qui ont une beauté
typiquement moyennes, je dirais vraiment moyennes. Donc sur l'échelle de 10, elles sont à 4, 5, je dirais même 3,5. Ah, c'est rude. Ah non, mais je vous jure. Il y en a un jugement personnel. Non, la beauté subjective, c'est vrai, on le sait, mais quand on choisit une Miss, on sait que la Miss, elle est belle. Vous m'excusez, on dit que la beauté est subjective, mais quand on choisit une Miss, on choisit celle qui est la plus belle. Donc on ne dit pas, on va prendre la moyenne, on prend la plus belle. Donc, et alors dire que la beauté subjective, et alors c'est n'importe quoi. Donc quand on veut choisir la plus belle femme du monde, on choisit la plus belle. On ne prend pas la moyenne. Est-ce que tu peux terminer ton anecdote? En terminant, j'ai dit, parmi ses copines, il y en a qui ont une beauté sur l'échelle de 10, qui peut être à 7, 6,5, mais il y en a qui sont à 3,5. Mais quand je vois les likes, et des hommes qui sont au moins à une beauté de 6, voire 7, mais il y a au moins 50 personnes, quoi. 50, 60 personnes qui veulent discuter avec elle, qui veulent la rencontrer. Et elle, avec une beauté de 3,5, elle s'est dit, mais avec tout ce que j'ai comme like, pourquoi je vais me contenter d'un seul mec? Non. Donc je vais bien rencontrer l'homme avec qui je vais faire ma vie, je vais me mettre en couple, mais quand elle va commencer avec un homme, elle va continuer à discuter avec les autres, et donc au final, elle gagne rien. Ça c'est quelque chose que c'est un commentaire que j'ai fait, qui est que